Quelle année est Tintin ? Capitaine, nous sommes le 16 janvier. Bienvenue à l'écoute de notre premier podcast de 2024. L'émission s'appelle Happy Hour. Je m'appelle Marc et je suis accompagné de Dupont et Dupont. Salut les gars. Salut. Bonjour. Jean-Victor n'a même plus de mots là. Comme il est de coutume, depuis désormais 9 saisons, nous revenons avec un épisode en forme de bilan de l'année écoulée. En 2023, nous avons reçu un spécialiste des jeux vidéo, des scénaristes, des réalisateurs, une autrice de romans, un comédien spécialisé dans le doublage, un auteur de BD qui rafle quelques prix. Et pour commencer 2024, on a tout simplement envie d'inviter les meilleurs, la crème de la crème. Nous sommes donc avec Morgane. Salut. Oui, salut. Tu es journaliste reporter d'images chez Explore Média. Tout à fait. Et nous sommes aussi avec Manon. Bonsoir. Bonsoir. Tu es journaliste cinéma chez Combini. Oui. Tous ensemble, on va parler de séries, de films et des jeux vidéo qui nous ont marqués en 2023. On va s'ouvrir une bière ou deux, on va manger une part de galette des rois et on vous recommande de faire la même chose chez vous. Installez-vous confortablement. On est parti pour un peu moins de 2 heures d'émission. Happy Hour, saison 9, épisode 1. C'est beau. Putain, il y a même des saisons maintenant, je suis plus du tout au courant, c'est terrible, j'en rate deux, c'est fini. Je vais vous poser souvent la question dans cette émission, mais est-ce que vous avez regardé des séries animées en 2023 autour de cette table et lesquelles ont retenu votre attention, si vous en avez regardé? Bah, si t'écoutais le podcast, Je pourrais dire, On on a parlé de Scott Pilgrim par exemple. Des séries animées. Putain, moi j'ai fait Ouais, y a mon un top petit 5 défi. de séries, mais j'ai aucune animée dedans. Donc Ok. je reprendrai la question au vol quand tu me demanderas les séries pas animées. Ouais, tout pareil. Pas vite animé. Et toi Marc? Bah, il y a eu quelques jolis morceaux en 2023. Il y a eu Scott Pilgrim, comme tu as dit. Il y a eu l'adaptation animée de Pluto sur Netflix. Il y a eu la saison 2 d'Invincible. Il y a eu très récemment la très chouette série Pokémon Concierge en stop motion que putain, je c'est vrai, recommande oui. chaudement. C'est incroyable, Pokémon. Il y a eu la fin de l'Attaque des Titans. Et il y a eu des séries comme Captain Lazarhawk avec les personnages Ubisoft. Donc ouais, on a été très très gâtés en série d'animation. Et toi, Jean-Victor, tu voulais parler de l'une d'elles. Tu voulais parler de Blue Eye Samurai. C'est incroyable parce que tu m'as quasiment coupé l'herbe sous le pied pour mon intro. Je voulais effectivement dire qu'en 2023, niveau animation, pas juste en série, ça a été la folie. On peut citer rapidement évidemment Spider-Verse 2, Les Tortues Ninja, le retour de Miyazaki. Les seuls qui n'étaient pas vraiment au rendez-vous, et étrangement, c'était les plus gros, à savoir Disney. Pixar. Avec l'horrible Wish. Pixar avec Élémentaire, qui était pas mal, mais c'était pas non plus fou. Et DreamWorks, je crois qu'ils ont sorti des trucs cette année, mais je les ai pas vus. Ça se trouve, c'était bien, mais je crois pas. Il y avait Migration. Et ça, c'était Illumination. Ça, c'était Chez vachement bien. Migration, ils ont fait Super Mario Bros. C'est aussi. Mario Mario aussi. Bros aussi, Si, chez DreamWorks, il y C'est avait Ado, la le- Ruby Lado Kraken que Ruby personne n'a Lado vu. Kraken, voilà. Ouais. Vous l'avez tous vu. Et donc, pour parachever ce formidable run 2023, il y a eu Netflix qui s'est dit ils ont évidemment mis quelques pièces dans la machine au cours de l'année. On a évoqué Scott Pilgrim notamment. Mais ils ont fini en beauté avec Blue Eye Samurai, qui est une série créée par Michael Green et Amber Noizumi. Alors Michael Green, c'est quelqu'un comme ça, je vous dis son nom, ça vous parle pas forcément. C'est un mec qui a un CV complètement éclaté au sol. Alors à la base, il a écrit pour pas mal de séries. Il a écrit notamment pour Sex and the City et Smallville. Et après, C'est pas non plus. Enfin, Ouais, mais tu vas on va voir. dire c'est moyen. Smallville, c'est pas un Tu vas monument voir. d'écriture quoi. C'est moyen. Et après, c'est parti complètement en sucette, puisqu'il a bossé sur le film Green Lantern. C'est un des scénarios Ok. de Green Lantern. Il a fait Blade Runner 2049, que Ça moi va. personnellement je déteste. Ouais, ça va. Il a fait Alien Covenant. Là, on est tous contents. Ok. Et non, il a fait Jungle Cruise, il a fait aussi les 3 Hercule Poirot chez Kenneth Branagh. Et plus récemment, enfin un peu moins récemment, il avait fait le seul truc qui moi me plaît un peu dans sa carrière jusqu'ici, à savoir la saison 1 de American Gods. C'était lui qui était le showrunner, la série adaptée de Neil Gaiman. Bref, il s'est dit, travailler pour les autres c'est bien. Ah oui, c'est aussi le scénariste de Logan, j'ai oublié de le dire, qui est un de ses seuls crédits à peu près corrects au cinéma. Et il s'est dit un jour, tiens, si je faisais une série en plus d'animation, et donc il s'est allié avec Amber Noizumi qui est sa femme, et donc ils ont créé Blue Eye Samurai, qui est une série qui se passe au Japon durant l'ère Edo, souvent considéré un petit peu comme l'âge d'or du folklore japonais, parce que c'est l'époque où en fait le Japon a fermé complètement ses frontières à tous les pays étrangers, et donc s'est complètement replié sur lui-même pour mettre en avant sa culture et essayer de sauver un petit peu ce qu'ils avaient à sauver, parce qu'ils avaient peur notamment de l'Occident. Et donc du coup c'est dans ce contexte que la série se déroule, parce que c'est l'histoire de Mizu, qui est
1, il y a un petit jeu là-dessus, qui est un samouraï qui a les yeux bleus, et pour une bonne raison, en fait, la série va suivre sa vengeance, parce que Mizu cherche 4 étrangers, 4 occidentaux, qui donc seraient au Japon, et qui n'ont rien à y foutre, a priori, vu que les frontières sont fermées, et en fait, il y a, a priori, son père dedans, puisque Mizu est l'enfant bâtard d'un viol, et j'ai un peu cassé le truc, c'est pas vraiment un spoiler, parce que si vous regardez la série, vous allez très très vite comprendre avec son look androgyne et sa voix très féminine qu'en fait Mizu est une femme qui se fait passer pour un homme samouraï, et c'est en fait des gros sujets de la série, puisque au travers de cette quête de vengeance, en réalité, il y a un autre personnage qui est hyper important, qui est une princesse, qui elle est la fille d'un seigneur qui est soumise au shogun, qui est un peu l'empereur japonais. Et sauf qu'elle, elle veut absolument se marier avec un chevalier modeste qui n'a rien de spécial et qui est un monsieur tout le monde qui est juste très très bon à l'épée. Mais évidemment, vu sa carrière politique et les dessins que les hommes lui prêtent, ça ne va pas être possible. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en partant du postulat de on va suivre un récit de samouraï dans le Japon féodal où on va voir des gens se faire trancher, etc. Il y a ces 2 personnages féminins qui sont mis en parallèle tout du long. C'est sur 8 épisodes pour l'instant. À noter que c'est une première saison, il va y avoir des suites. Et en fait, il y a un truc qui est assez cool, c'est que d'un côté, on est un peu les pieds dans les chaussons, parce que c'est ultra référencé. Si vous aimez un petit peu tout ce qui touche au samouraï, forcément, vous allez tenter un conquis. Ça va aussi bien citer des films de Kurosawa, les classiques du genre, que ce soit Harakiri, des trucs comme ça. Et ça va aussi citer des trucs beaucoup plus modernes, et notamment Kill Bill, qui est une des influences complètement assumées. Il y a notamment le morceau qui s'appelle Battle Without Honor Humanity, qui est le morceau qu'il y a dans le premier film, quand il y a Lucy Liu qui débarque dans l'hôtel. C'est un morceau qui est devenu hyper important dans la pop culture. C'est notamment, pendant un moment, le générique de... comment s'appelle l'émission ? Téléfoot. Voilà, c'est un moment le générique de Téléfoot. Oula. Mais non, c'est une musique qui a eu dans 1 milliard de pubs, etc. Et c'est un des morceaux les plus connus de Kill Bill. Forcément, c'est un morceau qui identifie Kill Bill. Bah, typiquement, il y a une scène où ils le prennent. Et ils assument la référence plein pot, et en fait c'est une scène d'entraînement, etc. Et donc à la fois ils sont très référencés sur des trucs un peu évidents comme ça, mais en même temps ils vont chercher beaucoup plus loin que ça. La figure de cette samouraï qui traverse le pays un peu seule, etc., ça fait penser à d'autres trucs, ça fait penser à Lady Snowblood ou à Baby Cart, qui est un manga qui s'appelle à la base Lone Wolf and Cub, mais qui a été adapté au cinéma dans 7 films. Ça fait penser à Zatoichi, bref, etc. Mais si vous n'avez pas tous ces refs là, on s'en fout, parce que l'histoire est super bien. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de 2 mondes qui se rencontrent, à la fois ce parcours de femmes qui sont toutes les deux, en fait, dont la vie a été complètement écartelée et soumise à cause du patriarcat. Alors il y en a une qui est dans le haut de la société, et l'héroïne, elle, elle est tout en bas de l'échelle, et elle a eu une enfance un peu pourrie, elle a été recueillie par un forgeron aveugle qui lui a tout appris. Et donc en fait, elle a un peu forgé sa vengeance elle-même, notamment il y a toute une symbolique sur elle qui forge son sabre, etc. Et ce qui est assez cool, c'est qu'évidemment, elle va passer par tout un tas d'épreuves. Elle a beau être super balèze et une épéiste géniale, elle va en prendre plein la gueule. Donc la série, c'est pas du tout quelqu'un qui arrive et qui défonce tout ce qui bouge. C'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a encore une fois cette idée de 2 parcours qui se poursuivent, sachant qu'il y a toute une série de personnages qui est assez cool. Notamment, elle rencontre très vite un assistant qui est manchot, qui a une petite bouille et tout, qui est un peu rigolo. Mais en fait, lui, il est un peu comme... elle, entre guillemets, dans le sens où lui il est handicapé dans la société parce qu'il a pas de main, il est né comme ça, et en fait il va faire ses preuves. Au début elle veut même pas qu'il le suive, et ils vont réussir à se rencontrer, etc. Et il y a tout un truc d'écriture hyper sensible sur ces personnages là qui sont complètement explosés, qui vivent dans une société qui les rejette, qui les écrase, qui les traite comme des gaijins, comme des étrangers, et où ils vont devoir faire leur chemin, etc. et un peu faire voler les codes en éclats. Donc c'est hyper bien écrit. Et en plus, si vous voulez voir des samouraïs qui défoncent tout ce qui bouge, il y a aussi ce qu'il faut. Il y a des très bonnes scènes d'action, et il y a un côté postmoderne qui est hyper assumé. Il y a notamment un moment une reprise de Forum de Beltol de Metallica en japonais sur une grosse scène d'action. Moi j'avoue, à ce moment-là, j'étais très très heureux. Ça m'a fait des petits guillis dans le ventre, c'était hyper classe. Et globalement, c'est hyper intéressant parce que ce mec-là et sa femme, qui a priori n'ont quand même pas un parcours pro-Japon, en fait, ils expliquent qu'ils se sont documentés comme des brutes. Ils sont tombés sur des équipes qui étaient aussi passionnées qu'eux par tout ce qui a trait au samouraï et au cinéma japonais notamment. Et ils ont tout mis dedans. À noter qu'en plus, on a parlé de la réussite de l'animation en France en 2023. La France, on a cité Illumination, Tortue Ninja a été fait en France, et Cocorico Blue Eye Samurai a été animé à Paris, puisque c'est une boîte qui s'appelle Blue Spirit, merci, qui a été en charge de l'animation. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient fait avant.
Ils ont pas un CV monstrueux, ces mecs-là. C'est vraiment leur premier gros projet un peu adulte, un peu colossal, un peu... Ouais, d'un seul coup, les mecs se retrouvent quand même en charge d'un gros projet pour Netflix. Sachant que dans leur CV, j'ai trouvé qu'ils avaient notamment fait la nouvelle version des Merveilleuses Cités d'Or à partir de la saison 2. Et que leur truc le plus connu dans la maison, à la base, c'était Grabouillon, qui est l'adaptation d'une BD. Quelqu'un connaît Grabouillon ici autour de cette table? Ça me dit vaguement quelque Voilà, chose. Mais... pour donner un peu le niveau. Ouais. C'est eux deux les fans de BD là. Le niveau de prestige du truc. Donc en fait, c'est un peu une révélation de la part de Michael Green qu'on n'attendait pas sur un truc aussi bien écrit, qui se tient vraiment sur les 8 épisodes. Et il y a un petit truc un peu chiant à la fin, parce que moi j'aime bien quand ça se termine. Évidemment, ça ne se termine pas et a priori il va y avoir 4 saisons et un spin-off, parce qu'en plus la série a super bien marché. Mais bon, pour l'instant c'est bien écrit, ça se tient et c'est super bien animé. C'est de l'animation en 3D mais qui justement essaie de renouveler avec un style un peu manga. Genre on voit vraiment les traits, c'est un peu du cel shading, ils utilisent des textures un peu comme du dessin. Donc ça fait un peu aussi art japonais, etc. Et c'est hyper beau. Et vraiment les 8 épisodes se matent tout seuls. En plus il y a tout un truc sur le Japon qui est refermé sur lui-même et qui va, mine de rien, se confronter au monde extérieur et à l'Occident qui est en train de faire des petits complots, etc. Notamment la tradition avec ces gens qui ont des sabres face à des gens qui ont des armes à feu. Spoiler, ça se passe pas bien. Donc en fait ça raconte plein de trucs, c'est hyper riche, visuellement c'est vraiment canon, c'est un peu la dernière pierre à l'édifice d'une année complètement explosive sur le milieu de l'animation. Et voilà, c'est sur Netflix, ça fait plaisir. Et c'est ultra gore en plus, t'as oublié de le dire. Ouais, c'est violent. Alors, c'est vénère. Hein. Ouais, c'est très, pour le coup, c'est brandé comme une série adulte, et c'est vrai, vous l'avez dit, c'est gore. Il y a pas mal de sexe, il y a notamment tout un truc sur le milieu de la prostitution qui est évidemment mis en parallèle avec ce monde patriarcal, etc. Et ils y vont pas avec le dos de la cuillère, mais je trouve pas ça voyeur en fait, c'est un truc qui est assez intelligent là-dessus. Autant l'action, oui, bon, il y a des moments où ils ont envie de voir des gens saigner, et ils le font très bien. Autant sur tout ce qui est rapport à l'intimité, etc., je trouve ça plus malin que ça. Il y a notamment un truc sur le pouvoir que les femmes peuvent avoir sur les hommes, etc., vis-à-vis de la sexualité, et c'est fait de façon assez fine, mine de rien. Ouais, non, c'est une vraie, pour le coup, oui, c'est une série adulte. Ne matez pas ça avec votre enfant qui est fan de Mandalorian, il va avoir des soucis. Je confirme. Et des surprises, mais voilà. Ouais, moi j'ai tout vu aussi, je l'ai bingé assez rapidement parce que je me suis fait happer par ce truc-là. Je me rappelle qu'au Festival d'Annecy avec Alexandre, on avait assisté à une présentation Netflix qui avait noyé Blue Eye Samurai entre deux teasers ultra rapides de 1000 projets complètement noyés dans la masse. Avec, heureusement, ça vous parlera, ils avaient mis l'accent sur Chicken Run, qui était leur grosse prod. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment... Alors que c'est vraiment, je trouve, une série qui sort du lot. Tu parlais de l'aspect adulte. Quand même très, très inédit qu'une production internationale s'autorise autant, notamment de sexe. Autant au Japon, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans les animés, autant dans une production faite en France, écrite aux États-Unis, c'est pas du tout courant. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que je trouve ça visuellement magnifique, alors que j'avais des craintes au début de cette 3D en cel shading avec de la plate texture, parce que quand ça marche pas, ça donne le résultat de Wish, le Disney que tu cites tout à l'heure, qui porte vraiment bien son titre, qui est tout à fait la même technique en fait, les mêmes idées, sauf que quand c'est mal éclairé, mal mis en scène, mal filmé, ça rend dégueulasse. Ouais, puis Wish, il y a un vrai décalage entre les. Et quand c'est propre et que c'est bien amené, ça fonctionne. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Le seul mini reproche que je ferais à la saison 1, c'est que je trouve qu'il y a un côté, on a chargé la mule pour... peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas s'ils allaient avoir plusieurs saisons. Ils ont mis vraiment beaucoup d'éléments de narratifs qui reviennent régulièrement. Et notamment, on raconte tout le passé du personnage. Ouais, tout le passé du personnage. Il y a vraiment l'action, il y a un épisode un peu mystique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises dedans. Et je me suis dit, oula, les gars, ils savent qu'ils vont peut-être avoir qu'une seule saison. Donc ils mettent vraiment tout avant de... Ils utilisent vraiment toutes leurs cartouches. Ça m'a un peu refroidi. Et en même temps, quand tu vois comment se termine la saison, tu fais... Ah ouais, non mais en fait, vous avez encore 1000 idées dans la tête pour la prochaine. Donc ouais, ça devrait tenir la route. Ouais, c'est vraiment une très très bonne série. Voilà. J'ai vu qu'un seul épisode. Pour l'instant, c'était bien. Ouais, c'était bien. Mais voilà, comme disait Marc, moi j'ai du mal avec le cel shading. Je trouve ça moche. C'est aussi pour ça que j'étais pas voir Wish, parce que ça m'attirait pas plus que ça visuellement. Et en fait, là, j'étais assez étonné du parti pris, surtout gore en fait.
Et tu vas voir, ça va crescendo. Oui, en fait, le parce premier que épisode, t'as rien le vu. premier épisode, il est assez sage par rapport à ce qui t'attend. Ils prennent vraiment le temps de monter en puissance petit à petit. Et plus on monte, plus ça devient vénère niveau action. Tout à fait. Donc ouais, c'est 8 épisodes, c'est ça hein Ouais. 8 épisodes, première saison pour l'instant. Évidemment, la deuxième ne sortira quand elle sera prête, pense donc que, dans 1000 ans. Bah là, je pense que Blue Spirit a une Il y petite en a pour pression 2 sous ans, les ouais. épaules Je pense pour... que Netflix leur a tapé en mode c'était pas mal les gars, bravo. Elle est où la suite? Je vous ai demandé quelle était votre série animée préférée. Mais c'était quoi votre film préféré de 2023 ? Tout moyen confondu. Live, animé. Je pense que je vais pas être originale, mais Anatomie d'une chute, il m'a vraiment pété le cerveau. J'ai beaucoup aimé. Moi, je pense qu'en numéro 1, c'est After Sun de Charlotte Wells, qui est un film que j'avais découvert à Cannes, pas cette année, l'année d'avant. Et je l'ai vu 3 fois, et 3 fois, ça me procure des émotions, je crois, comme rarement j'ai eu au cinéma, quoi. C'est niché dans des trucs vraiment tout petits détails, et tu t'attends pas à être aussi touché. Mais ouais, moi, c'est vraiment le film qui me reste le plus en tête. Ouais, c'était mon numéro 2. Et, Ouais, moi, c'est Anatomie d'une chute, mon numéro 2. Ah, Oh, mais dis donc, oh, incroyable. Il y a une amitié qui est en train de naître. Ouais, c'est Bien Relax. plus tard. Bah moi j'en ai parlé en long, en large, en travers ici. C'était Marcel le coquillage et ses chaussures. Mais ça, j'ai vu. Non, mais ça, t'as câblé. Hein. Mais toi t'es trop jeune. On en Mais t'as reparle pas dans de 10 cœur, ans. surtout, c'est tellement beau. Ah, C'est chiant, quoi. Non. C'est une petite succession de vidéos YouTube. On en reparle dans 10 ans quand t'auras mûri. Hein. ou quand tu le montreras à ton fils. Ouais, c'est ça. Et toi, Alexandre Alex? Moi, c'était The Fablemans de Spielberg qui m'a fait chialer jusqu'à la fin. Et quand même, je tiens à préciser, parce que vraiment, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce film. Je veux faire un shout-out à Migration, Ouais, Quand je voulais en parler après. que j'ai adoré, que j'ai trouvé, qui m'a fait pleurer de rire du début à la fin, et qui à la fin m'a fait chialer. Donc vraiment, j'ai trouvé ça C'est génialissime. pour ça qu'il serait temps de grandir. Les cons. Exactement. Mais on peut aussi dire que tu es un jeune garçon, que donc tout ce qui est le rapport à Je la suis un jeune paternité, parent, et du coup, j'ai aussi chialé devant Spider-Verse. Voilà, ok. qui est mon numéro 1, je pense, de l'année. Effectivement, Anatomie d'une chute, t'étais pas très loin, mais ouais, moi j'ai mis, Mais toi, j'ai mis hors, Across the Spider-Verse en Hors premier. dessin animé, parce qu'il faut grandir, Marc, les dessins animés, c'est bon. Ah, j'en sais. Je me suis pas vraiment. En fait, Tu peux comme, poser la question. comme je me suis focalisé sur mon. Ouais. Je vais faire un top 5 full animation que j'ai mis en ligne sur le site. Je me suis pas trop posé la question. Non, je sais pas. Transformers. Il y a eu un transfert. Ah oui, putain, la vache. Bah oui, La vache, il y a eu Rise un of the Transformers. Beast. Marc adore les Tu l'as robots, vu donc. Ouais. Ouais. Le nom. ça, tu l'as vu Ouais, à la fin ils utilisent un crossover avec J. Jobs qu'ils ont vraiment plus Ouais. d'idées. Voilà. Ah oui, t'as quand même pris le temps d'aller voir. Ok. Bon, je regrette un peu, mais Donc tout ça pour introduire une petite partie cinéma dans cette émission parce que tout est bien fait. Ah, c'est lié. Et pour passer la parole à Morgane parce que tu voulais nous parler de l'innocence. Changement d'ambiance. Oui, tout total. à fait. Ouais. Oui, je t'ai entendu parler de Kurosawa, je me suis dit, ah ok, super. Donc oui, moi je voulais vous parler de L'Innocence, le dernier Koreeda, qui est encore en salle, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser pour ceux Tout à qui fait. ne l'ont pas encore vu autour de cette table. Donc L'Innocence, ça parle d'une veuve qui voit son ado de fils commencer à adopter un comportement de plus en plus étrange, jusqu'au jour où elle comprend qu'en fait il se fait harceler par son prof. Donc là, elle décide de tout casser, elle va à l'école taper un scandale, sauf que bon, bah, on est au Japon et que face à elle, elle a des gens très polis qui répètent en boucle pardon, on fera mieux la prochaine fois. Promis. Sauf que, et c'est là toute la beauté du film et la force du film, selon moi, ceux qui ont vu le film, je pense, voient Oui. où je viens. C'est compliqué d'en parler. Hein. Ouais, Oui. c'est super dur. à Oui. résumer. D'ailleurs, je vais essayer de pas spoiler du tout. J'ai pris le parti de pas spoiler du Ok. tout, ce qui est très dur, ce qui est très difficile. Donc oui, en fait, le film est découpé en 3 parties qui illustrent 3 points de vue différents. Donc un avec le point de vue de la mère, un avec le prof et l'autre point de vue de l'enfant. Et donc chacune raconte une version d'une même histoire, un peu à la Rashomon de Kurosawa. Voilà, pour ceux qui l'ont vu. La boucle est bouclée. On a des refs ici. Et donc bref, on découvre au fur et à mesure que la vérité est pas si simple que ça, que le monstre de l'un devient le monstre de l'autre. Oui, parce qu'il est beaucoup question de monstres dans le film. C'est d'ailleurs le titre son américain titre du film. original, ouais. ouais. Exactement. C'est ce que j'allais te dire, merci. Qui était mieux que l'innocent. Oui, tout à fait. Et beaucoup plus à propos. Ouais. Et donc avec cette idée qu'on est tous les monstres de quelqu'un et avec l'importance des points de vue sur une même histoire. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de film à points de vue multiples où finalement rien n'est figé,
tout joue sur l'empathie, sur l'humanité qu'on apporte au personnage. Puis en plus, bah voilà, c'est sobre, c'est subtil, la mise en scène est incroyable, c'est Koreeda, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? T'as kiffé le Japon cette année, donc t'étais en Oui, replongée au Japon. exactement, c'est ce que je me suis dit. Alors en fait, je l'ai vu une première fois à Cannes, ce film, donc en mai dernier, et je l'ai revu il y a une semaine pour me le remettre en mémoire. Et en fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que je suis allée au Japon, et un truc que je n'avais pas du tout... Tu décides de devenir maman au Japon, je t'assume. Non, pas du tout, mais ce que j'avais pas prévu, c'était la différence de... Comment dire ? Comment on envisage une œuvre quand on est allé dans le pays, parce que c'est vrai que le Japon, en fait, c'est tellement un pays qui est différent d'une autre, avec c'est vrai qu'on le dit souvent, mais quand on le vit, on le ressent. Et c'est vrai que j'ai lu des BD genre Quartier lointain. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'avais lu avant d'aller au Japon et une fois après, et en fait c'est... Tu sens les odeurs, tu vois les couleurs, les textures, tu ressens, c'est beaucoup plus immersif, et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'innocence de Koreeda. En fait, c'est bête, hein, mais je voyais les maisons, tout ça, je me disais, mais je l'ai vu, je sens, j'étais dedans, quoi. Voilà, donc j'ai apprécié le voir une première fois sans connaître l'histoire et sans connaître la fin que je ne dévoilerai pas, mais je pense que j'ai pris encore plus de plaisir, non seulement en connaissant les tenants et les aboutissants de l'histoire, parce qu'après on va chercher les petits détails, etc. Je n'en dis pas plus, mais je l'ai aussi d'autant plus apprécié parce que voilà, j'étais allée au Japon pour célébrer mes 30 ans, que j'ai adoré, et je vais encore vous flouder de mes photos de Japon pour les 3 mois à venir. On mettra un lien vers ton très joli profil Instagram où il y a vraiment des chouettes photos. Mais moi, ça m'intéresse de savoir en quoi qu'est-ce que tu as retrouvé de ton voyage dans le film et inversement. Est-ce que c'est vraiment des lieux précis parce que tu t'es retrouvé aux mêmes endroits? Je ne l'ai pas vu, hein. Ou est-ce que c'était plus une ambiance, un feeling, ou un truc de mentalité justement qui explique. Voilà. C'est ça, c'est une ambiance, c'est reconnaître les rues, parce qu'en fait quand on n'est pas allé dans le pays, on s'imagine, on se crée tout un imaginaire, et après quand on y est allé, c'est bête, mais on se dit ah mais oui, je vois le camion de pompiers qui débarque, tout ça, c'est bête, mais je vois en fait les bruits de rue, les textures des maisons, enfin c'est dans des petits détails cachés comme ça, et puis aussi le fait que ouais, chacun des films de Koreeda, pour moi, c'est une grosse publicité Uniqlo et Muji. À chaque fois, j'ai envie de retourner les magasins. Et en fait, tu te dis, mais oui, mais c'est exactement comme ça. C'est propre, c'est bien rangé. On met les chaussures, on retire les chaussures avant de rentrer dans les maisons, etc. Et en fait, je pense qu'on capte plus les détails quand on regarde des œuvres japonaises une fois qu'on y est allé. Je ne suis pas sponsorisée par l'Office du tourisme du Japon, je tiens à le préciser. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Et donc toi, Manon, t'en as pensé quoi du coup ? Alors moi, je l'ai vu à Cannes. On est en train de perdre Marc. Marc est en train de mourir. Désolé, c'est le Japon, ça petit souci de voix. Ce qui n'est pas la meilleure façon pour découvrir les films, je trouve, malheureusement. Ce qui fait que, dans un marathon de trucs. Et les films, même que tu as aimé, ce qui est le cas de ce film-là, il reste pas dans ton esprit. Enfin, il y a vraiment un truc, puis t'as moins de patience et tout. Mais moi, ce que je me souviens de ce film, c'est comment je trouve que ce truc des 3 points de vue, c'est hyper casse-gueule, ça peut être hyper scolaire, hyper programmatique et tout. Et là, j'ai trouvé ça hyper bien vu parce que, est bien fait et hyper bien écrit parce que chaque nouvelle petite histoire dans l'histoire avec un point de vue différent apporte vraiment une nouvelle lumière intéressante à l'histoire. Et ça, moi, du point de vue du scénario, j'ai trouvé ça vraiment hyper fort. Et puis, ouais, plein de thématiques sur l'ambiance, l'enfance, l'amitié, tout ça qui étaient très joli. Et puis ce truc de scénario, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une douille où d'un seul coup ton intérêt de spectateur est renouvelé tous les tiers de film, c'est que ça alimente ce que raconte le film. Exactement, et ça apporte des sur le point de vue société. Et en plus, je pense que c'est aussi ce que tu as vécu en allant au Japon, c'est qu'effectivement le peuple japonais est un des peuples les plus en apparence gentils et un peu coincés entre guillemets, genre le non n'existe pas dans leur langage, ils peuvent pas dire non. Et c'est vraiment un des moteurs du film, c'est que quand cette mère au début débarque pour défoncer, ce qui déjà se fait pas dans la culture japonaise, tu restes cordial, mais elle se prend un mur et justement eux ils ont carrément un programme pour avoir des réponses préconçues, ce qui évidemment lui fait péter un câble comme tout le monde. Et il y a tout un truc là-dessus et justement les différents points de vue permettent un peu de détricoter ça aussi. Et effectivement le film te retourne le cerveau à plusieurs reprises avec ça et alimente son propos, donc c'est très malin. Après, pardon, vas-y. Non, juste le film a eu la Queer Palm aussi à Cannes cette année. Ah ouais, c'était un choix, mais... Non, ça se défend. Ouais. Et il y a
Moi, il y a un petit truc, je l'ai vu hier. Il y a un petit truc, c'est que je trouve le film bien écrit et je le trouve bien globalement. Mais toi qui l'as vu 2 fois, est-ce que les 3 parties se tiennent complètement? Parce qu'il y a toujours un truc, je trouve, avec ces films-là, c'est que là, il évite l'écueil de te refaire constamment les mêmes scènes 3 fois avec un point de vue différent, et justement, il te montre d'autres choses, le point de vue de chaque personnage, donc, qui a été vivre sa vie un peu à part. Et il y a quand même un truc de rétention d'informations, où tu te dis, bah oui, la première partie, il s'est passé ça et j'en ai pensé ça, mais en fait, j'avais pas du tout ce truc-là. Il y a des moments, je me disais, si tu mets le film à plat de façon ultra linéaire, il y a des moments, je me demande si ça marche vraiment. S'il n'y a pas des petits trucs où il tire un peu sur la corde en disant, bon, je ça pense pourrait pas qu'en se faire, fait, mais j'en ai besoin. c'est au niveau temporel où c'est pas totalement exact. Ouais, c'est ça, c'est un peu bizarre. De mon point de vue. Et il y a un truc qui m'a manqué aussi, c'est quand ils ont ouvert la fenêtre de l'histoire de la directrice et qu'ils l'ont pas totalement refermée. Je sais, c'est ouvert, mais bon, ça c'est un détail. Si jamais vous voyez le film, je me suis dit, ils vont peut-être l'incruster quelque part. Et d'ailleurs, j'ai eu un faux souvenir. Je pensais en le revoyant qu'on voyait la scène avec la directrice. Comme le Japon, voilà. tu as fantastique. Ouais. Mais est-ce que du coup, parce que la façon dont vous en parlez, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un twist ou un truc comme ça. Est-ce que le fait de le revoir connaissant tout le film, est-ce que te fait avoir une nouvelle vision de certaines scènes? Ouais, totalement. C'est-à-dire que tu prêtes beaucoup plus attention aux détails. Et en fait, dès le début du film, il se passe quelque chose. Le petit garçon saute de la voiture en marche. Et en fait, tu comprends pourquoi. La première fois, tu comprends pas forcément. Et la seconde fois, tu dis « Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas capté du tout. Okay. » Et tout au long du film, c'est pareil. Mais attention, ça parle d'enfant, donc toi qui es jeune papa, tu ça, vas douiller. Okay. Ouais, et bah justement, le film m'a fait un peu comme After Sun. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai pas capté la fin. J'étais « Oh, c'est beau !» Je veux pas spoiler. Mais bref, je me suis retrouvée à pleurer sur la croisette. Ouais, sur le retour. Voilà. Vous avez peut-être croisé d'ailleurs, c'est fou. Croisé sur la croisette en train de pleurer. Ouais. Mais en tout cas, vous le vendez bien, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est sorti il y a très peu de temps, le 27 décembre dernier. Le meilleur créneau de sortie, tu sais. Ça compte quasiment pour un film de 2024. Mais j'aime bien ces récits qui s'entrecroisent comme ça, ou qui racontent de différentes manières le même point de vue. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Oui, parce qu'on a cité Rashomon, mais on pouvait aussi citer plus récemment, pour ceux qui n'ont pas vu Rashomon et qui ne savent pas de quoi on parle, le dernier duel de Ridley Scott, qui faisait exactement le même procédé. Mais surtout, on peut pas trop en parler, mais c'est assez audacieux, je trouve, comme scénario. Voilà, mais on peut vraiment pas en parler. C'est dur de parler de ce film. Le film est sorti trop récemment pour qu'on se permette de spoiler dans cette émission. Est-ce qu'on y voit de la cuisine? Parce que moi, le Japon, alors il y a plein de pays où les gens mangent et j'en ai rien à foutre, mais dès qu'on voit de la cuisine japonaise, dans les Corédas, j'ai pas trop souvenir d'avoir des scènes de cuisine de ouf. Hein. Dans celui-là, moi, j'ai pas trop souvenir. Non, mais ça vous a donné. Est-ce que pour ceux qui sont pas allés, du coup, est-ce que ça vous a donné envie d'aller au Japon? Est-ce que ça donne envie d'aller se plonger un peu là-bas? Non, moi je trouve qu'il n'y a pas trop mais moi c'est ça que j'ai aimé, pas trop le côté carte postale du Japon, justement. Au contraire. Oui, c'est vraiment la vie banale des Japonais. Ouais. Mais je trouve que c'est plutôt une qualité. Ok, moi ça me va. C'est donc réalisé par Hirokazu Koreda et c'est sorti le 27 décembre dernier. Il y a encore plein de séances partout après Cannes et tout, donc allez-y. C'est chaudement recommandé par l'équipe d'Happy Hour. Et je vais garder la parole parce que je voulais reparler d'une série d'animation. C'est que on passe un peu du coq à l'âne dans cette émission. Mais on disait tout à l'heure, et vous verrez, il y a un lien avec le Japon et ce que tu disais, Morgane, en plus, dans ce que je vais raconter. Suspense est total. On parlait d'animation française tout à l'heure et on a parlé de Blue Spirit. En 2023, effectivement, la France et l'animation se sont bien trouvés. Micros a animé les Tortues Ninja. Illumination a sorti à la fois Migration et Super Mario Bros. Et moi, je voulais parler du studio La Cachette. La Cachette, le studio a sorti en 2023 Unicorn Warriors Eternal, la mini-série de Genndy Tartakovsky. Apparemment, il y a une saison 2 quand même. Ah bon? C'était vu la fin de la première, pour être fini. Ils ont été nommés aux Emmy Awards pour Star Wars Visions et l'épisode 2. Ils ont fait l'épisode en franc avec des références françaises de Star Wars Visions et peut-être le meilleur de la saison.
Et ils ont sorti leur premier projet original après avoir réalisé pas mal de commandes, une série qui s'appelle Le Collège Noir. Et en fait, ce qui m'a donné envie d'en parler aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on fait un happy hour en forme de bilan, je cherche toujours un peu un espèce de sujet somme qui regroupe un peu mes différents kinks de l'année et les différentes choses que Les que j'ai robots, appréciées. les ninjas et les dinosaures. Et en fait, pourquoi le Collège Et la Noir bouffe. Parce que la bouffe aussi. Déjà parce qu'on avait reçu Ulysse Malassagne à ce micro ici même fin 2022 pour à l'époque Primal, et il était en fait en pleine production du collège à ce moment-là. J'avais échangé avec Julien Cheng, cofondateur du studio, à propos de Star Wars Visions dans l'année. Je les ai recroisés à la Japan Expo parce qu'ils étaient venus faire une présentation de la série. Et en fait, je me rends compte que dans mon année très marquée par l'animation, la cachette a toujours été quelque part dans un petit coin. Et donc, je me suis dit que c'était le bon sujet un peu global pour cette émission. Le Collège Noir, pour ceux qui ne savent pas, à l'origine, c'était une BD donc, signée par Ulysse, donc, que je viens de citer, qui paraissait dans le magazine Géo Ado, où, comme à la manière de Picsou Magazine ou de Spirou, quelques pages par numéro, une BD, ça se suit. Et c'est devenu 3 tomes ensuite reliés. Et en fait, c'est basé sur les souvenirs, très vaguement basé sur les souvenirs d'enfance de l'auteur qui est né dans le Cantal. Et on va suivre 5 gamins qui sont en internat dans un collège qui est fermé pour les vacances. Ils sont 5-6. Ils sont gardés par une jeune fille qui est un peu plus âgée qu'eux. Et ils ont une certaine liberté de mouvement. Et dans la BD, ils vont se confronter à du surnaturel, des sorcières, du folklore local, des choses comme ça. C'est un mélange entre Winter Break et Harry Potter. Alors, j'ai pas vu Winter Break, C'est donc dommage, je c'est te fais vachement bien. complètement confiance. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est que la BD raconte une histoire, ou 3 histoires, puisqu'il y a 3 tomes. Et en fait, ils ont pris le parti pris de ne pas adapter la BD réellement pour la série d'animation, mais de faire comme Scott Pilgrim qu'on a évoqué dans le numéro précédent, à savoir, on se dit que les lecteurs, ils connaissent déjà l'histoire. Est-ce que ça va les intéresser de redécouvrir la même chose transposée à l'écran ? Là, ils avaient la possibilité de faire autre chose. Déjà parce que tu racontes pas de la même manière une histoire en 3 pages dans un mensuel qu'en 15 minutes à l'écran. Et donc, il y avait cette possibilité d'étendre l'univers. Et en fait, ce que fait Ulysse, c'est qu'il reprend des éléments de la BD et il fait quelque chose, les décors, il reprend les personnages, mais il fait quelque chose de vraiment différent dans l'histoire. Moi, je trouve que c'est même plus intéressant, c'est plus réussi que l'histoire d'origine. Et il en fait 6 fois 15 minutes. Donc, de quoi ça parle ? En fait, la série d'animation, donc c'est lui-même et ses camarades de classe qui se mettent à enquêter sur la disparition de l'un d'eux. En fait, il y a un garçon dans la région qui a disparu. Il y a des appels à l'aide, il y a des affiches partout. Et dans la BD, c'était très légèrement évoqué dans un coin et puis c'était mis de côté. Et là, il plonge là-dedans et en fait, on va découvrir tout un monde fantastique basé sur du folklore régional, des sorcières, des monstres, des loups. Et c'est intéressant de voir ça parce que, et c'est là que la connexion se fait avec le Japon, c'est que la Toei, qui est une célèbre studio d'animation japonais, a mis de l'argent dans la série parce que eux, ils y voient un parallèle avec le Japon et ça a été pensé de la même manière. C'est-à-dire que quand tu regardes une série d'animation japonaise ou un film japonais et que tu vas au Japon, c'est la même chose. Tu te retrouves plongé dans le décor, tu es à Shibuya, ça te fait penser à tel film et tu es complètement dans, je sais pas moi, Nicky Larson parce que tu te retrouves dans ce grand carrefour japonais où tout le monde traverse dans tous les sens. Tu fais, c'est exactement la même chose. Et ils ont amené ça dans le Collège Noir pour en faire une série. Alors ça va vous faire rire parce que ça se passe dans le Cantal. Et en fait, le Cantal, Tous les Japonais rêvent d'aller dans le Cantal. Le Cantal, c'est une très belle région. On rigole pas du Cantal, je viens de là. Le Cantal, c'est une très belle région. Et tous les éléments de décor, de la vie et de ce qui s'y passe existent. Et pour le public japonais, c'est de l'exotisme à fond les ballons, en fait, le Cantal.
Parce que c'est exactement la même chose que nous quand on pense au Japon. Quand nous on pense au Japon, on pense à plein de clichés japonais de touristes qui nous font un peu rêver. Et là, ils ont pris le parti pris inverse de faire une série très française basée sur du folklore à la française, à l'européenne, et de jongler autour de ça. Et on comprend tout à fait que la Toei ait mis de l'argent là-dedans parce que ça va vendre du rêve aux Japonais en fait. J'ai l'impression que pour eux, c'est comme la comté dans Le Seigneur des Anneaux. Un truc un peu en plus, pour le coup, là, c'est un peu présenté comme la comté, en tout cas au début. Oui, il y a des petits traits faux hobbits et tout. C'est marrant que tu cites ça parce qu'en fait, il y a un parallèle dans l'histoire un petit peu avec Le Seigneur des Anneaux, puisque l'auteur principal, Ulysse, du coup, imagine dans le dessin animé des petites histoires avec ses copains et c'est mis en image comme si c'était du jeu de rôle. Donc, il y en a un qui se prend pour un magicien, il y en a un qui se prend pour un guerrier. Et tout ça va entrer un peu d'ailleurs dans le récit, c'est un peu plus développé par la suite. Mais donc ça donne un truc très franchouillard dans le bon sens du terme, pas dans le côté cliché un peu ridicule, mais vraiment dans les beaux paysages que la France a à proposer, dans les beaux folklores que la France a à proposer, où tu peux mettre en parallèle les yokai japonais et les créatures du folklore français et montrer des choses comme ça de manière intelligente. Et ça donne vraiment un très joli résultat. Alors, évidemment, c'est animé par La Cachette, donc graphiquement, c'est un petit peu différent que ce qui a été fait précédemment, notamment parce que les personnages sont, comme on dit au Japon, toujours chibi, donc petits, avec des petites proportions. Ils ont l'air d'être rapetissés, avec des traits simples mais les décors sont très soignés, l'animation est très chouette. Je pense qu'il y a moins de budget aussi par rapport à Star Wars Visions. Oui, mais il y a aussi une volonté. Enfin, c'était aussi un des choix graphiques, et c'était aussi la BD ressemblait à ça, et il y avait une volonté que ça ressemble quelque part à une espèce de production française d'inspiration japonaise, tu vois. Ça reprend un peu des éléments de là-bas. Sachant que tu parlais de la Toei, mais c'est donc ceux qui font Dragon Ball, c'est ça? Ouais, la Toei, c'est Dragon Ball, c'est Sailor Moon. Moon, c'est les Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est quand même c'est quand même des grosses pointures, et donc pour être allé chercher des gens qui. La Toei, c'est le logo triangulaire avec une vague. Ouais. Bah, c'est Godzilla. Ça va. Ils ont fait des petits trucs. Ça va, 2-3 trucs. Donc tout ça pour dire voilà, c'est 6 épisodes de 15 minutes. C'est une belle histoire, bien amenée, qui vire vachement au fantastique. Plus on avance, plus c'est construit de manière dense. En plus, il y a un superbe générique qui est signé Gabriel Yacoub. Et il y a des musiques d'un jeune compositeur qui s'appelle Henri-Pierre Pellegrin, qui vient du jeu vidéo et qui a fait sa première série, qui jongle avec la chanson du générique pour en faire des thèmes. Et ça marche vraiment très bien. Et moi, ça m'a limite donné envie d'aller dans le Cantal et de me dire ah non, mais pourquoi ça. Je vais essayer d'aller retrouver cette tour qu'on voit au début et qui grimpe, parce que le château là qui existe vraiment en fait, et qui existe vraiment. Donc on se dit ah non, mais il y a trop des belles balades à faire par ici. Pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à aller au Japon ou je peux aller dans le Cantal. Je vais aller dans le Cantal. Le Cantal, c'est ça quand même. Ah, c'est tu mens, ça c'est le Seigneur des Anneaux. C'était le Cantal cet été. Donc voilà, ouais, c'est tu l'as vu? Oui, enfin j'ai pas vu en entier, j'ai vu que 3 épisodes pour l'instant. J'ai trouvé ça assez étonnant parce que j'ai regardé ça sans connaître l'histoire, au-delà du fait que Ulysse était venu ici et que je savais que c'était plus ou moins autour de sa vie. Et en fait, moi je m'attendais pas du tout à un truc fantastique, c'est-à-dire que ça commence vraiment comme quelque chose qui est très terre à terre, où on a ce groupe de potes qui partent à la recherche d'un de leurs potes qui a disparu. Et en fait, on tombe complètement dans le fantastique, dans le côté Seigneur des Anneaux, avec des sorcières, des trucs comme ça. Donc c'est assez intéressant ce parti pris-là, même si moi, je pense que j'aurais quand même préféré un truc un peu plus terre-à-terre, un peu coming of age. Mais c'était quand même... ouais, c'est cool, quoi. Et puis ça a de la gueule. Après, dans la partie coming of age, il y a des petits éléments qui vont, parce qu'ils grandissent au fur et à mesure des épreuves. Et puis, il y a ce personnage aussi de Ous, qui est un Parisien qui arrive dans le premier épisode et qui est confronté à la vie provinciale. Et lui, il a des réflexes de Parisien. Donc, il y a un peu ces oppositions-là, et ça va un peu dans ton sens au fur et à mesure des épisodes. Donc voilà, c'est chaudement recommandé par moi.
Et par l'Office du tourisme du Cantal. Et par l'Office du tourisme du Cantal. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre Ulysse sur Instagram parce qu'en fait. J'ai cru que t'allais dire. N'hésitez pas à suivre l'Office du tourisme du Cantal. Alors, j'aurais bien aimé qu'ils nous sponsorisent, on aurait proposé du fromage aux invités, ça aurait été cool. C'est dispo sur. C'est dispo sur Crunch. ADN. Mais France Télé a mis de l'argent dans la production, donc c'est possible que ça va arriver chez eux une fois que les exclus seront passés. Ouais, c'est dispo chez ADN. Et chez ADN, il y a une offre où tu peux récupérer, tu peux t'abonner gratuitement pendant 7 jours. Donc tu peux binger si tu n'as pas gratuitement et légalement. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir l'article de Manon sur Combini. On a regardé avec une vraie cantalaise. Ah ouais. Pour être sûr que tout est Mais vrai. ce que je voulais dire, c'est on mettra un lien, mais Ulysse, suivez Ulysse, l'auteur sur Insta, parce que il s'est fait connaître notamment pour ses carnets de voyage qui étaient des blogs dessinés il y a quelques années, et il fait de jolies choses. C'est lui qui est là en Corée, non? Ouais, c'est possible, ouais. Mm. Et il a fait plein de choses justement autour de ça, et c'est assez cool à suivre. Et puis La Cachette, c'est un studio qui a encore pas mal de travail. Ah, ils ont du boulot, ouais. Parce que a été annoncé au Festival d'Annecy, alors que la série était terminée, une 3e saison à Primal de Genndy Tartakovsky qui vont animer. Et ils développent en parallèle des projets perso maintenant, puisque le mécanisme est toujours un peu le même. Tu fais un projet pour quelqu'un d'autre qui te paye correctement, et avec l'argent, tu mènes un projet un peu plus perso. Et on attend du coup de savoir si on fait une saison 2 pour Unicorn ou Warriors Eternal. Ouais, il y a une saison 2 qui a été signée pour le Collège Noir. Il y a 3 BD, donc a priori, on peut penser qu'ils vont aller jusqu'au bout du truc et faire 3 saisons. Il y a probablement peut-être une saison 2 à Unicorn qui n'a pas encore été annoncée. Et dans les projets perso, Julian Cheng, qui avait fait l'épisode de Star Wars Visions qui avait aussi co-réalisé qui avait co-réalisé Ernest et Célestine 2, développe un projet perso qui s'appelle Mu-Yi, qui est une histoire asiatique, et il cherche à la développer de la manière la plus indépendante possible. Ça veut dire qu'il fait absolument tout lui-même. Il fait... Il dit tiens, je vais plus avoir de vie. Il écrit, il storyboard, il dessine les personnages, il anime, et il essaye de faire volontairement un projet avec une économie de moyens et de qu'est-ce qu'on peut faire en étant le plus réduit possible. Et ça devrait donner... Il y a une affiche teaser. Et on n'a plus de nouvelles de lui depuis 6 mois. Qui est plutôt alléchante. Bah après, je pense qu'il est un peu tranquille. Enfin, c'est sa boîte, sa prod et ses trucs. Donc il a ses propres délais. Mais je trouve ça intéressant de se dire, au milieu des grosses machines, des énormes studios, qu'il expérimente à fond le côté je vais faire ça tout seul, entre guillemets. Alors j'imagine qu'il n'est pas exactement tout seul, mais je trouve ça intéressant de savoir où il va. Fort bien. Vive le Cantal et vive le Collège Noir et vive La Cachette. Je vous avais demandé quel était votre film de 2023 préféré. Ma question de maintenant est, quelle est la petite pépite un peu inconnue que vous avez adorée et que personne n'a vue? Parce que typiquement, c'est chaud, ça. Ton sujet, Manon, répétition générale, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le visionne hier pour préparer cette émission, et j'ai trouvé ça super. Mais vraiment, ça, je me suis dit, oh là là, encore un truc dont j'ai pas entendu parler. Est-ce que cette année, il y a eu des choses comme ça, ou même des séries que vous avez croisées, et vous dites, je suis tout seul à aimer ce truc-là? Eh ben ouais, j'ai regardé une série sur France Télé, j'y bossais encore, c'était Les Gouttes de Dieu. Et puis pour faire un point, c'était très bien, Les Gouttes de Dieu. C'était co-scénarisé par Clémence Madeleine Perdrilla, qu'on embrasse, la femme de Mathieu Gaillet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui devait être là. Et je la félicite parce que en parlant de coproduction franco-japonaise... Et de Japon. Toujours le Japon. Exactement, un petit pattern. Non, j'ai beaucoup aimé, on reste toujours dans la sobriété, l'élégance, et déjà le sujet, ça m'a trop donné envie perso de faire des stages d'œnologie. Boire du vin. Et de partir au Japon. non, mais voilà, petite pépite que j'encourage à regarder. Ouais, c'était très sympa. Toi, Alex? Franchement, je suis en train de réfléchir, j'ai pas de... Un petit film indé qui s'appelle Migration, peut-être? Bah ouais, non, parce qu'en fait... Non, parce que Migration, tout le monde l'a vu. Le problème, c'est que moi, j'en parle ici, des trucs stylés. Ouais. Donc c'est un peu... Moi, j'en ai un, alors je vous ai fait chier avec, je pense qu'on est 3 à l'avoir vu sur Terre, ça s'appelle Hundreds of Beavers. Ah putain, qui est un film comique qui est absolument hallucinant, qui est en fait...
un parcours en festival hyper compliqué. En gros, il est passé au Fantastic Fest l'an dernier, puis plus rien pendant 1 an. Et le programmateur de Midnight Madness à Toronto l'a passé parce qu'il a des projections toutes les semaines le vendredi. Et en fait, sa projection du vendredi, la veille de Toronto, c'était Hundreds of Beavers. Donc les gens ont pété un câble là-bas. Et depuis, le film est passé à CJS où il a tout pété. Bref, c'est un survival en noir et blanc, muet. Sur quelqu'un qui du coup se retrouve au fin fond de la forêt et essaie de survivre contre des castors. Et quand je dis des castors, c'est des mecs qui sont déguisés en mascotte de castors. Ça dure 1h45, c'est une adaptation live de Tex Avery, c'est hallucinant et c'est à mourir de rire. C'est le film le plus drôle que j'ai vu depuis des années. Voilà, donc on espère que ça sortira quelque part parce que c'est absolument incroyable. J'allais dire, pour le moment, c'est juste un film de festival. Et honnêtement, ça s'est vu que dans 3 festivals. C'est impossible que ça sorte ailleurs qu'en festival. Expérimental à balle, mais c'est à mourir. Sans noir et blanc, c'est muet et tout, c'est... Et c'est un mec qui court contre des gens déguisés en animaux géants, si tu veux, donc avec des grosses têtes de mascotte. Ça n'a aucun sens et pourtant c'est fou. Ouais, donc retenez ce nom. Bah moi j'en ai un peu dans... Alors je voulais dire, vu que moi le film dont je parlais c'est un peu ce genre-là, j'ai pensé à un autre, c'est Atlantic Bar, qui est un docu qui est incroyable, mais il est pas inconnu, il y a quand même des gens qui l'ont vu, mais là ça me fait penser à un autre truc, ce que tu racontes. Un film que j'ai vu mais complètement absurde, qui est pas sorti en salle non plus, qui a dû faire quelques festivals, mais moi je l'ai vu sur Canal. Ça s'appelle Stéphane de Lucas Pastor et Timothée Hochet, qui sont des mecs plutôt connus sur YouTube et tout. Mais c'est complètement absurde, c'est complètement what the fuck. C'est un apprenti réalisateur qui veut tourner son court-métrage et il lui arrive plein de merde. Et il va rencontrer un mec mais complètement improbable qui va lui faire croire qu'il a le bon matos, le bon truc, et de fil en aiguille, il va se faire inviter chez lui dans une baraque pas possible, il faut qu'ils y aillent en bateau, en barque et tout. Et il va lui arriver plein d'aventures et ça finit un peu en survival aussi. Et c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment le genre d'humour absurde que j'aime bien. En même temps c'est très 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 badant parce que ce mec est extrêmement badant et c'est super. Stéphane, ça s'appelle. Si vous voulez bader dans la bonne c'est humeur. dispo sur MyCanal du coup. Ouais, je l'ai vu sur MyCanal. Ouais. Et toi, Marc? J'en ai. Ah si. Le mec qui prépare des questions et pas les réponses, quoi. Si, moi j'avais pensé à Bottoms. Oui, j'avais pensé à ça aussi. Ouais. Bottoms, il a un petit bouche à oreille, donc peut-être c'est pas vraiment une pépite que personne n'a vue, mais que j'ai découvert récemment. Et en plus, Bottoms me fait faire une transition, puisque dans Bottoms, il y a Ayo Edebiri qui joue la sous-chef de Bear et qui est dans Répétition Générale. Absolument. En fait, je suis en train d'écrire un article en ce moment sur cette team de meufs donc il y a Ayo Edebiri, il y a une Rachel Zenott qui est aussi dans Bottoms et une fille qui s'appelle Molly Gordon qui est donc la co-réalisatrice et scénariste de Répétition Générale dont j'avais envie de parler. Et c'est des filles qui ont même pas 30 ans et qui sont que dans les trucs trop cool aux États-Unis en ce moment. Toutes les bonnes comédies, elles sont soit à l'affiche, soit elles ont scénarisé le truc. Enfin, elles sont vraiment, c'est un peu le renouveau, je pense, de la comédie américaine et elles sont hyper intéressantes et je les aime beaucoup. Et donc Molly Gordon qui jouait donc Claire dans The Bear, sauf qu'en fait elles sont toutes copines, donc du coup elles sont un peu dans les projets des unes des autres et tout. A donc co-réalisé et co-écrit Répétition Générale. C'est à la base elle avait fait un court-métrage sur ce sujet-là. Et en fait, ça parle donc en anglais, le titre est mieux, c'est Theater Camp, parce que c'est sur une colonie de vacances à thème théâtre, comme il y en a pas mal, je crois, aux États-Unis, qui est un peu faite de bric et de broc. Ils n'ont pas de thunes, etc. Et en fait, la directrice de cette colo, qui est très impliquée dans ce truc, qui a très envie de le faire vivre, fait un AVC au début du film parce qu'elle va voir un spectacle de gamins pour trouver les futurs talents et en fait il y a trop de lumière, trop de trucs et tout. Bref, voilà, elle fait un AVC. Et c'est son fils, un espèce de geek auto-entrepreneur, bullshit et tout, qui reprend les rênes du truc. Et il y a donc les professeurs qui sont là chaque année, qui viennent donc donner leurs cours de chant, danse, écriture, etc. Et c'est vraiment une hyper bonne comédie. Moi, je l'ai découvert en salle au festival Chéri Chéri, qui a toujours une programmation très cool. Et vraiment, on a vraiment énormément ri devant ce film. En fait, c'est un peu filmé à la façon documentaire, un peu cringe comme ça, un peu gênant, un peu genre Parks and Rec ou The Office, tout ça. Moi, c'est vraiment un genre que j'adore. En plus, ça mélange du High School Musical, du Glee, du Wet Hot American Summer. Enfin, voilà, ça mélange plein de genres comme ça. Ça se moque très, très gentiment des theater kids, les gens qui sont, les gamins qui sont à fond là-dedans. Je pense que c'est un truc. Qui sont très énervants. Ouais, et je pense que c'est un truc un peu plus américain, quoi, un peu plus cette culture des musicals et tout, mais ça se moque avec tellement de bienveillance et c'est vraiment très drôle.
drôle. Ça peut être un peu dans la lignée des Bottoms et compagnie, parce que du coup, il y a aussi donc Ayo Edebiri qui a un rôle dedans de prof un peu complètement touriste, qui en fait n'est pas du tout expert en sa matière et qui enseigne plus ou moins n'importe quoi. Et en fait, ce qui est hyper mignon, c'est donc la réalisatrice Molly Gordon, c'est l'histoire vraie, en fait, c'est un peu son histoire à elle, parce que dans le film, il y a également Ben Platt au casting, et en fait, ils se sont connus tous les deux dans ce genre de colonie quand ils étaient petits, et voilà, et c'est un peu leur histoire à eux, donc c'est trop mignon parce qu'il est aussi au casting et il raconte ça à l'écran. Je crois que ça a été tourné très rapidement, genre en 19 jours, il y a beaucoup d'impro. Ils ont eu un prix à Sundance, je crois, le prix du casting d'ensemble, parce qu'il y a plein d'enfants qui ne sont pas des acteurs professionnels dedans, et en fait, ils savent tout faire. Ils savent jouer la comédie, ils savent chanter, ils savent danser, parce qu'en fait, à la fin, ils arrivent... Le but de cette colo est de créer une comédie musicale en l'honneur de la directrice qui, elle, est donc à l'hôpital... en mode AVC, quoi. Et à la fin, donc, ils performent leur comédie musicale, mais qui est complètement border. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est hyper drôle. Et donc, les gamins dans le film savent absolument tout faire. Et voilà, c'est un film qui est hyper queer, qui est hyper camp, qui est hyper absurde, mais qui est vraiment très drôle. Et c'est... Aux États-Unis, je pense qu'il est sorti en salle. Je sais pas. Là, ça a été... Disney+, ouais. Chez nous. Aux États-Unis, il y a eu un petit buzz, enfin des bonnes critiques quand même globalement. En France, c'est vraiment passé inaperçu et c'est dommage parce que alors, tous les gens qui l'ont vu, ils ont vraiment adoré ce film, quoi. Je vois pas comment on peut ne pas l'aimer. Enfin, c'est tellement drôle et tellement spontané et naturel. Sans la moindre promotion de la part de Disney+. Ils ont planqué ça, un peu comme Bottoms. Ouais, c'est très curieux, mais pourtant ça mérite genre tous les visionnages du monde. Toi, tu l'as vu mais, qui l'a vu à toi? Mais du coup, à part la fin, parce que j'ai vu justement dans le casting qu'il y avait Ben Platt, tu disais, à part la fin, c'est pas une comédie musicale. Non, c'est non, mais c'est là. Tu vois des cours de gens qui chantent tout quand même. Et c'est autour de l'amour des comédies musicales. Donc du coup, lui, il y a ça. Mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas quelqu'un qui se met à danser. Ouais, pas une comédie musicale. Il y a quand même le régisseur, enfin celui qui est à la base plutôt régisseur, en fait, qui s'avère être un danseur hors pair, qui est d'ailleurs, je crois, le mari de Ben Platt dans la vraie vie. Bref, ils ont fait ça en famille. Mais à la fin, t'as quand même un gros morceau de comédie musicale et si on sent quand même l'apport de Ben Platt là-dedans. Parce que c'est pas n'importe qui. Oui, dans ce milieu-là. Il y a les personnages pendant la répétition se mettent pas à chanter, c'est vraiment de la comédie. Ça parle de la comédie, ça montre une mise en scène. Et c'est pas. Ça montre une comédie sur scène, mais c'est pas une comédie musicale. C'est pas une comédie musicale. C'est pas au sens où tu veux. Mais par contre, genre, moi, leur comédie musicale à la fin, je paye pour aller la voir, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, c'est très. Moi, je l'ai découvert hier, justement, pour préparer cette émission. Et pour être honnête, je m'étais dit, ouais, je vais le regarder. Si jamais c'est pas terrible, je vais remettre autre chose. Je l'ai regardé, quoi. Je vais regarder un bout et j'irai dormir. Et non, je me suis fait happer par le truc que j'ai évidemment regardé jusqu'au bout. Et puis c'est pas très long en plus. Non, c'est même pas une heure et demie, je pense. Je suis épaté par Molly Gordon parce que moi je la connaissais comme comédienne dans The Bear. Où elle joue le rôle de Claire. Et on soupçonne pas son alors qu'en fait, d'humour, elle écrit, en fait, elle réalise, elle chante, elle joue incroyablement. C'est très très impressionné par tous ses talents alignés alors qu'elle a une carrière qui démarre quasiment. Ah, complètement, ouais. Donc c'est assez impressionnant. Moi, ça m'a... je me suis marré, je trouve le personnage de l'espèce d'influenceur là, qui se met à gérer absolument insupportable. Qui a une espèce de crypto-bro horrible. Mais en même temps, c'est tellement quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Il est tellement actuel, ce film, il est tellement, je trouve, 2023. On a tous croisé un gars qui ressemble à ça et c'est vraiment affreux. Je me suis vraiment laissé prendre. En plus, moi, je suis pas un dingue de comédie musicale. C'est pas vraiment. Moi non plus, pas du tout. On peut même dire que t'aimes plutôt pas trop. Hein. Ouais, je suis assez difficile. Ouais. Pareil, un pouf dans ce film. Alors là, évidemment, moi, comme j'y connais rien en comédie musicale, je pense qu'il y a des robots géants. Il y a 1000 rêves qui me sont passés au-dessus de la tête, parce que. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un humour très américain, très référencé, et je pense qu'on loupe la moitié des trucs, mais c'est pas grave, tout le reste est très drôle. Ils font référence à plein de comédies musicales existantes que moi, j'ai jamais entendues de ma vie. Pour les gens qui vont souvent à Broadway, c'est mieux. Voilà. Plutôt dans ce genre-là. Mais ouais, typiquement, il y a un moment où il chante une chanson de Wicked, par exemple, qui est une énorme comédie musicale. Ah, je l'avais, cette qui sort au cinéma bientôt avec Ariana Grande d'ailleurs. Donc en France, c'est pas connu, quoi. Je trouve ça hyper sympa. En plus, la manière dont c'est écrit, je trouve,
évite un peu certains clichés et certaines facilités dans lesquelles elle aurait pu tomber. Et c'est plutôt malin jusqu'à la dernière minute, même si il y a des trucs, on frôle parfois la facilité, mais c'est toujours un peu... le scénario passe entre les mailles du filet. Donc je trouve ça plutôt malin. Puis ouais, Molly Gordon, vraiment... Ouais. Complètement bluffé. Et puis les gamins, ils ont trouvé des gamins incroyable. qui sont complètement dingues, Ouais. qui arrivent à faire des trucs de malade. Je me suis dit, mais... Et alors ça m'a rappelé, c'est un petit dossier. Attention, il sort son album photo. Je pourrais presque, mais autour de cette table, quelqu'un a fait une colo dont le clou du spectacle était absolument. un spectacle. Alors, Est-ce que tu veux nous en parler, Alexandre? C'était pas tout à fait un spectacle. C'était pas une comédie musicale. C'est que j'ai fait une colo cinéma où à la fin je devais faire un court-métrage. Et alors pour l'anecdote, un petit dos en plus, mais pas sur moi mais sur quelqu'un qui gravite dans le milieu du cinéma, c'est que mon directeur de colo, ce n'était rien de moins que Simon Rio, le journaliste cinéma. Mais non. Voilà. Et vous avez fait un court-métrage Stargate, oui, absolument, où je jouais un russe sur les internets en cherchant un peu. qui existe sur mon profil Facebook. Si vous m'avez en ami Facebook et que vous allez fouiller dans les vidéos, il y a une vidéo de 30 minutes qui est Faut avoir la foi quand même. Faut quand même avoir la foi, parce qu'en plus c'est un rip d'une VHS que j'ai mis sur Facebook. C'est un fan footage. Et puis franchement, c'est nul quoi. Tu vois, c'était du maquillage. Je me souviens très bien on avait maquillé les gens avec du PQ et du Crayola sur la gueule. Ça a l'air trop bien. C'était. Mais tout ça pour dire que compliqué. tu devrais regarder Répétition Générale parce non, que mais je pense que je pense dans que l'organisation, de toute façon, dans ça l'ambiance parle de- et ouais. tout, tu vas t'y retrouver un peu. Toi, tu l'avais aussi? Ouais, moi j'aime bien, mais il y a un petit truc, c'est que je trouve que le film va trop vite. Il y a vraiment cette écriture un peu Oui, c'est assez frénétique. Le début, à la tu The comprends Office pas. ou à la Arrested Development, ce genre de truc, mais où ça bombarde pendant 1h30. En fait, finalement, il y a une sous-intrigue sur le fils qui récupère la direction du truc et qui doit réussir à maintenir la boîte à flot. Et évidemment, comme c'est un manche, ça devient compliqué. Mais globalement, en fait, même si le fil rouge, c'est ils montent leur comédie musicale, en fait, ça bombarde. Il y a des scènes qui durent même pas 20 secondes. Et il y a un moment où moi je trouve ça un peu épuisant parce que tout est prétexte pour la vanne et tu te dis, les gars, vous pourriez poser 3 secondes votre histoire, ça coûterait pas plus cher. Donc je trouve ça un peu frustrant, mais après, effectivement, il y a des bonnes vannes et il y a une énergie en fait dans le film qui est assez cool, donc ça passe. Quoi. Mais je pense que cet effet-là vient du côté documentaire, genre image volée, machin, où ça fait des espèces de zoom avant hyper intense. Et typiquement, et c'est un tout, des et- trucs intéressants, c'est que le côté faux documentaire, il y a des cartons. Oui. Évidemment, ils arrivent à résoudre des trucs narratifs juste par des cartons à l'écran, vraiment du texte blanc sur un fond noir Ouais. terminé. Souvent, les cartons, c'est un peu paresseux. Là, ils sont hyper drôles. Enfin, vraiment, il y a vraiment un ça truc, c'est pourrait trop bien paraître utilisé. paresseux parce que fondamentalement, c'est vraiment une douille de scénario pour aller 3 fois plus vite. Ouais. Mais comme c'est drôle, Ouais. en fait, t'excuses le truc et ça Ouais, marche. Quoi. complètement. Mais il y a un truc de film qui va à 400 à l'heure et t'es là, wow. Voilà, c'était mon analyse très pertinente de ce film. Tout ça pour dire que c'est vraiment chaudement recommandé. Pour le coup, c'est drôle, c'est bien amené. Comme tu disais, il y a toutes ces actrices qu'on retrouve ailleurs qui sont en train de tout doucement percer. Ayo, là, elle a quand même eu un Golden Globe. Ouais. il y a Ayo, un demi, c'est- donc ça y est, c'est bon, c'est Aïe, fait. c'est son année, elle, parce qu'entre Bottoms, ça. Et alors, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, elle est la voix d'April O'Neil dans Les Tortues Ninja qui est sorti Ah oui, c'est vrai. en début d'année. Donc, elle était vraiment partout. Et puis En fait, elle a commencé dans le doublage, je crois. Elle était Ouais. dans Big Muff. Et Ouais. C'était elle. elle fait une voix dans une série animée, puis elle a Ouais. été reprise pour April. Et ouais, c'est vraiment son année. Et, c'est quelqu'un de super impressionnant. En plus, dans la saison 2 de Bear, moi, elle m'a complètement bluffé. Donc, je suis très impatient de suivre sa carrière dans les prochains mois. On a une petite pause galette des rois. Ouais, on s'excuse auprès des cidre qui auditeurs. s'ouvre, voilà, on va peut-être avoir ouvrir la une petite fève. bouteille de cidre et on va se Mais partager une galette des rois. avant de faire le dernier sujet, est-ce que vous avez, vous avez pas vu de série enfin, si vous avez, non, pardon. Waouh, ok, il faut que j'arrête de boire du cidre. C'est quoi vos séries de l'année? Parce que du coup, on n'a pas de page série. Oui, on a parlé que d'animation et pas de série live avec des vrais Ouais. gens. Donc oui, c'était quoi votre... Alors Comme moi, ça, là, quelles sont les séries qui vous ont marqué? J'avoue que j'ai pas le temps d'en regarder beaucoup, mais je dirais des trucs très classiques, genre la saison 2 de The Bear, la dernière saison de Succession, et récemment Beef, alias Acharné, sur Netflix. Qui a du coup raflé 1 milliard d'Emmy aussi hier. Ouais, avec C'est pas Steven Better Call Saul. et Ali Wong, et c'est vraiment incroyablement Mais ça bien parle de écrit. quoi? Ouais, c'est en fait ça part d'une altercation entre deux personnages visiblement sur les nerfs en voiture aux États-Unis et ça va complètement monter en épingle et ils vont commencer à se faire des crasses de plus en plus vénères et ça finit genre en totale apothéose.
Mais c'est toute je sais pas comment dire, une caractérisation de personnages. Enfin voilà, c'est hyper complexe sur les personnages. Les personnages sont hyper ambigus, hyper complexes. C'est vraiment très très bien. Ok. Et ben moi cette année il y a eu Salade grecque qui m'a pas mal. Ouais, j'ai pas C'était encore cette terminé. Ouais. Ouais, c'était cette année. Le C'était temps ce passe. soir. Le temps passe C'était vite. cet été, mine de rien. Mm. J'avais un peu peur, j'avoue, parce que j'aimais tellement les films. Le berger des espagnol et Russes, tout etc. ça. Ah ouais, j'avais tellement aimé que je me suis dit, est-ce qu'il peut égaler, est-ce qu'il peut retrouver l'univers des années plus tard? En fait, je trouve que ça fonctionne super bien. Il réussit bien à capter les enjeux actuels. Tu disais que c'était très 2023, le film dont tu parlais. Bah, là, je trouve que c'est très 2023, même si, bon, maintenant, je suis un peu plus âgée que les personnages dont il est question. Mais bon, non, je trouve ça vraiment très bien. J'ai adoré, je conseille très fortement. Ouais, en plus, il s'était entouré d'un pool de jeunes pour éviter que ça fasse un peu une série de boomers, parce qu'il est quand même, je pense, la soixantaine passée, Cédric Lapige. Donc, du coup, ouais, c'était assez cool. Moi, j'avais pas de réponse à cette question. Si, j'ai adoré Jury Duty sur Amazon Prime. Je sais pas si vous avez maté. C'est un c'est un vrai faux documentaire sur des jurés aux États-Unis, et en fait, tout le monde est un acteur, sauf une personne qui ne sait pas du tout, qui se retrouve dans une fausse affaire, entouré de faux jurés, et il est filmé du début à la fin. Il y a James Marsden qui joue son propre rôle, et c'est absolument hilarant. Moi, je vais pas citer des trucs originaux, je vais citer des séries qui sont terminées. Il y en a 2, il y a Barry, qu'on avait déjà évoqué, avec sa saison 4, et c'est un des trucs les plus drôles qui a été sur le petit écran, et en plus la saison 4 est hyper cohérente narrativement et pousse le bouchon pour rappeler ce que c'est Barry à la base. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui est un type complètement asocial et un peu inquiétant, et qui du coup, en suivant une cible à Los Angeles, rentre dans un cours de théâtre et d'un seul coup pète un câble et se dit je vais tout plaquer pour devenir acteur. Sauf qu'évidemment le type est asocial et un peu foufou, et tueur à gages, et tu quittes pas le métier de tueur à gages comme ça, et tu deviens pas acteur quand tu es asocial. Donc c'est de l'humour au millième degré, c'est très bizarre, mais ce qui est ouf, c'est qu'en fait la série qui part d'un postulat complètement absurde le creuse au fur et à mesure, et notamment cette saison 4 est d'une noirceur absolument délirante. C'est pas du tout drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est drôle, quand mais même faut être bien accroché, quoi. Hyper dark, quoi. Et en plus ça tire sur Hollywood à gros boulet, donc c'est quand même assez savoureux. Il y a ça, et réponse un peu basique, mais la dernière saison de The Crown, que j'ai trouvé... Alors, toute la partie sur Diana était un peu trop longue, parce que ça faisait moins l'intelligence d'écriture de la série, qui fait tout passer en ellipse. Mais toute la fin de la saison était quand même assez classe, et ça m'a ému pour cette bonne vieille Elisabeth, RIP, elle nous manque. Et non, vraiment, la série est d'une richesse, c'est probablement un des meilleurs cours d'histoire que j'ai jamais vu. Donc The Crown, c'était classe. Mais voilà, c'est pas du tout original comme réponse, je suis désolé. Et moi, je vais citer une série qui a failli être un sujet dans cette émission, parce que moi, tout au long de l'année, j'ai quand même bouffé pas mal de whodunit et de séries policières, et avec ma compagne, on aime bien se poser dans le canapé et regarder des enquêtes parfois un peu trop j'imagine des post-it sur les murs, tu sais. à la fois pour se vider la tête et à la fois pour théoriser sur les trucs. Et dans les séries récentes, il y a eu Un meurtre au bout du monde qui est disponible sur Disney+, qui est incarné par Emma Corrin, qui jouait Diana dans la saison 3 et 4 de The Crown, exactement. Et c'est un whodunit écrit par Brit Marling, qui avait fait DOA sur Netflix. Et c'est vraiment des gens qui sont enfermés dans un hôtel en Islande, des super riches qui se retrouvent entre eux, qui sont amenés par Clive Owen pour une raison, et l'un d'eux meurt, et il se trouve qu'elle, qui est une jeune autrice, va enquêter, parce que son père était médecin légiste, et donc elle a un passé elle menait des enquêtes un peu dans son coin, et la série va mélanger du classicisme, vraiment, c'est de l'Agatha Christie pur jus dans la manière dont c'est écrit. À la fois, c'est mélangé avec des thèmes ultra modernes. Ça parle d'IA, ça parle de réalité virtuelle, ça parle d'un futur proche, pas forcément très glorieux. Ça parle des ultra riches qui font leur petite live dans leur coin en laissant crever les gens. C'est très très malin dans l'écriture. Il y a 2 histoires en parallèle parce qu'il y a un flashback en plus. Et j'en avais entendu du bien. Je savais que le bouche à oreille était
était plutôt cool. Et puis moi, j'avais bien aimé Emma Corrin, donc ça m'a donné envie de suivre. Mais je me suis fait vraiment happer par la série, qui a un petit côté Millennium aussi. Son personnage à elle est un petit peu dans l'esprit de Lisbeth Salander. Et très très impressionné par ça. C'est sur Disney+, c'est 7 épisodes je crois, et c'est cool à regarder. Voilà pour la série de l'année. On enchaîne avec le jeu vidéo de l'année. Je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo autour de cette table. Pas du tout. Les Sims 4 via la campagne. C'est ton jeu de l'année. Jean-Victor Houette, toi qui passes des milliers d'heures devant ton ordinateur, c'est quoi ton jeu de l'année? Bon, c'est difficile de ne pas citer un certain Zelda, Tears of the Kingdom, qui a quand même... Non, dont on a parlé en long, en large et en Mis la barre travers. assez On a fait haut. toute une émission dessus. Et comme j'en ai jamais parlé dans cette émission, Et Jean-Victor a eu la fève, J'ai commencé c'est rien. Ah, t'as eu la fève, bravo. Il a eu la fève, il a eu la fève. Bon, je Mais- peux arrêter de manger ma part alors. Mais non, comme j'en ai jamais assez parlé, l'extension de Cyberpunk, qui s'appelait Phantom Liberty, était absolument phénoménale, avec notamment Idris Elba qui joue un rôle dedans. Et c'était un espèce de best-of du jeu, avec une écriture au cordeau, avec un univers complètement fou. Et c'était passionnant. Donc voilà, c'est pas très original une fois de plus, mais l'extension de Cyberpunk. Très bien. Et vous, Marc? Moi, ça se joue. Je pourrais citer Zelda parce que j'y ai quand même C'est laissé assez, un capital heure assez impressionnant. Mais j'ai envie aussi de peut-être pas très original non plus, mais Spider-Man 2 qui est sorti récemment. Parce C'est que assez vraiment, narrativement, Ouais. c'est vraiment très très bien écrit. Il y a une manière de s'approprier les comics, de jongler avec les personnages, l'univers, de montrer des inspirations, d'aller piocher dans le Spider-Verse notamment, tout en essayant de faire des choses un peu différentes. Alors, le gameplay est super et j'ai vraiment adoré les combats et la manière dont c'est intro, mais je trouve l'écriture assez brillante. Donc, je vais citer Spider-Man 2. Et tout ça m'amène à ton autre jeu de l'année, Alexandre. Wouhou! Waouh! Ouais, Mickey est avec nous! J'allais dire Charles Michel, non. Charles Martinet, c'est moi. Donc je voulais vous parler de Super Mario Bros Wonder, le dernier Super Mario en date qui vient de sortir sur Switch. Donc Marc ici présent m'avait prêté le jeu après l'avoir terminé en me disant ouais tu verras c'est super. Et donc je lance le jeu. Et ouais, voilà Marc, tout à fait. Et ce qu'il m'avait pas dit, c'est que c'est un putain d'énorme banger du début à la fin. Donc je vous fais l'histoire assez rapide. Il y a une histoire Oui, il y a une histoire. Alors voilà, c'est un mec qui est combien? Donc on est vraiment sur Tout le du monde a vu Mario le film, hein. classique. C'est le premier Mario 2D sorti depuis 11 ans. Donc bref, donc c'est Mario et ses petits potes Luigi, Peach, Daisy, les Toad, les Yoshi et Carotin. Qui connaît Carotin? Est-ce que vous connaissez Carotin? Moi, sur mais la je rue fais un Carotin. bon vin. Vont rendre visite à leur voisin, le prince Florian, une petite chenille du royaume des fleurs, trop kiki. Et il leur présente une fleur très spéciale qui fait régner l'harmonie sur son royaume. Et bref, comme d'hab, Ça sent la drogue. Bowser arrive. Tu fais. Voilà. Bien de le dire, tu fais bien Ouais. de citer ça. Bowser arrive, vole la fleur et fusionne avec le château du prince pour foutre le bordel. Bowser Bien parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, Oula. Mario va m'aider. C'était une blague que j'avais écrite, franchement j'étais super fier. Meilleure blague de 2024. La mise en place ne dure vraiment que 5 minutes. En fait, globalement, on s'en fout. Hein. On a juste envie de faire des mondes dans Mario. On va rapidement se trouver dans un monde un petit peu semi-ouvert où on va pouvoir faire les niveaux à peu près comme on veut. Mais ce qui va changer la donne, c'est que dans chaque niveau, Mario va trouver une petite fleur qui va lui permettre d'altérer le monde et de le finir de façon totalement différente. En clair, Mario se drogue, il est complètement défonce et il a des hallucinations. Ça, c'est parce qu'il a été numéro 1 au box-office. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu que j'ai eu pendant tout le jeu, c'est d'avoir un jeu sous drogue où les fameux tuyaux verts vont commencer à bouger comme des vers de terre, où Mario va se transformer en dauphin, va se transformer en Goomba, va devoir sauter en rythme pour avancer. C'est vraiment le truc en plus qui fait le jeu ce qu'il est, avec tout un tas d'autres petits détails visuels, des nouveautés, travail sur la texture, de travail sur l'animation. Quand Mario bêtement, mais quand Mario rentre dans un tunnel, il a sa casquette qui s'échappe, il la rattrape, des trucs comme ça. Il y a plein de petites nouveautés, donc il peut notamment se transformer en éléphant. Et en fait, voilà, c'est pourquoi pas. Mario, ce junkie, quoi, ce Voilà, crackhead. c'est vraiment.
Et en fait, j'ai eu l'impression de jouer à un jeu fait par des fans de Mario qui se sont dit ok, on va mettre tout ce qu'on kiffe dans Mario là-dedans et on va rendre ça encore plus dingue. Petit bémol néanmoins, j'ai trouvé que le final était assez rapide et facile. Le jeu, franchement, peut d'ailleurs se rusher, je pense, assez rapidement, mais il y a quand même tout un tas de niveaux optionnels hyper difficiles à faire, notamment un où en fait il y a une espèce de monde à part qui est spécial et qui n'est pas dans l'histoire. Si on termine le jeu à 100%, on a un mode en plus où toutes les musiques sont bruitées à la bouche et où tous les bruitages sont bruités à la bouche. Ça a l'air trop bien. Je n'ai évidemment pas terminé, mais j'ai quand même perdu. Je termine ce jeu tout de suite pour que je puisse juste jouer à ce niveau. Okay. J'ai quand même perdu une centaine de vies sur un niveau où je devais sauter en rythme sur des trucs à la con. Donc c'est assez balèze. Ouais, moi j'y ai joué aussi. Ce que tu disais est pas complètement faux, à savoir qu'en fait Nintendo, dans son idée de relancer un petit peu la machine, a remplacer la plupart des développeurs qui travaillaient sur les Mario précédents par une équipe complètement rajeunie. Ils sont allés chercher des petits jeunes en fait qui avaient jamais travaillé sur la franchise en leur disant voilà, apportez de nouvelles idées. Et les mecs se sont notamment inspirés de Rayman Legends pour la partie, musicale. Mais effectivement, ce qui m'a bluffé, c'est qu'à chaque fois que tu chopes cette fleur qui va tordre le niveau dans lequel tu es, à chaque fois il y a une idée originale différente qui est incroyable. Tu te dis mais non, ils n'ont pas osé faire ça. Et si, il y a des niveaux en comédie musicale où les plantes chantent. Putain, j'achète ce jeu tout de suite. Il y a des niveaux en ombre chinoise. Il y a des niveaux où ton personnage disparaît. Il y a chaque fois il y a une idée totalement novatrice pour l'univers de Mario. Alors force dans l'univers du jeu vidéo peut-être pas, mais en tout cas pour du Mario c'est vraiment bien trouvé. Et ouais, je suis épaté à chaque fois par ce genre de truc. Et je l'ai fait avec mon petit neveu et ma petite nièce en partie. Je leur ai remontré une partie. Et eux, à chaque fois qu'on arrivait à une de ces fleurs qui allait bouger le truc, ils étaient comme des fous parce qu'ils savaient qu'il allait se passer un truc, que le personnage allait se transformer et que vraiment tout était possible en fait. Ils cassaient les codes, les fins changeaient. Enfin, c'était vraiment un festival. Et ouais, c'était à la fois très cool. Je suis d'accord avec toi sur la fin que je trouve un peu... En fait, les Mario précédents, à chaque fois, il y avait un twist où tu finis pas et tu recommences après. Et là, tu termines et c'est plié. Et à la fois, le jeu est assez facile, globalement. Moi, j'ai fait, je pense, 90% du truc. Et il y a toute une partie cachée, comme Alexandre en parlait un petit peu, qui est d'une difficulté. Mais alors, c'est un truc de malade mental. J'ai fait, non, mais jamais de la vie, quoi. J'ai essayé une fois ou deux. J'ai fait... Pas du tout. Déjà, moi, le rythme, les trucs où il faut sauter en rythme. Moi, j'ai pas du tout le rythme dans la peau. Hein. Je suis ce type qui applaudit en décalé au concert. Tu vois. Comme une otarie. Exactement. Donc, j'ai fait, bah non, pas du tout. Et vraiment, il y a un fossé, mais alors je pense qu'ils se sont fait plaisir pour les puristes. C'est fait exprès. Les vrais puristes vont aller jusqu'au bout et vont passer des heures à réessayer. Mais ouais, c'est très impressionnant de la part de Nintendo de s'être engouffré là-dedans. En plus, moi, je pensais qu'avec le film qui était sorti juste avant, ils sortiraient un jeu un peu dérivé du film. Ça aurait pu être la facilité. Faire un truc un peu déjà vu avec... pour un best-of de une Mario, espèce de best-of pour choper tous les spectateurs qui veulent découvrir un jeu. Et ils ont pris le contre-pied de ça et je trouve ça plutôt cool. Oui, et en même temps, c'est l'essence même de Mario. Donc finalement, quelqu'un qui commence par là, c'est... Carrément. Et dans les trucs qu'on n'a pas cités, qui sont hyper drôles et aussi totalement inattendus, c'est que donc, c'est un jeu muet, a priori, à part Mario qui s'exclame de temps en temps. Sauf que là, dans le jeu, ils ont calé des fleurs que tu croises, c'est vrai, qui parlent en français, quand tu joues en français et que ça a été doublé. Elles font des vannes, en fait. Elles font des vannes et des petits commentaires. Ah, salut, tu es encore là, toi. Ah, tu réessayes. Ah, tu vas tomber. Ah, tu vas tomber. Comme ça. Ah, fais attention. Et pareil, ça fait pourquoi partie j'ai pas joué à ça? J'ai raté mon Mais j'ai pas compris pourquoi t'avais pas joué à ça. C'est non, non plus. Complètement un super jeu. Et puis grande classe, parce que Nintendo, du coup, et Zelda et ça la même année, c'est quand même bien, quoi. C'est effectivement une belle année. C'est costaud. Oui, sachant qu'ils ont eu le jeu familial de l'année, Game of the Year, mais family. Ok. Donc, banco. Voilà. Avant qu'on conclue ce podcast... Je pensais qu'il finirait en faisant un petit coup de Mario, je suis un peu déçu.
Ah, je l'ai cassé là. Let's go. Pas mal. Mais t'es pas loin du Mickey quand même. Hein. Ouais, C'est un mix entre les deux. C'est Mario qui a mangé Mickey. Attention, tu vas tomber dans le domaine public. Avant de conclure cette émission et pour finir sur les trucs de l'année, j'avais une question beaucoup plus large. Quelle a été votre œuvre culturelle de l'année? Genre, tout mélangé. Concert, musique. Vraiment le truc qui vous a le plus marqué en 2023. La drogue, non. Parce que il y a, à plein de niveaux, 2023, ça a été une année un peu difficile. Mais culturellement, c'était une année, je crois, plutôt cool. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus en 2023, tout mélangé, qui vous a procuré le plus d'émotions, qui vous a fait le plus vibrer, le plus réfléchir? Est-ce que ça a un rapport avec ton pull? Non. Il a un pull Angèle. Tu as une réponse, Non, mais j'ai une réponse. Vas-y. Ouais, Bruce Springsteen en concert. Mais c'est pas l'année prochaine. Bah, c'était aussi en C'était en 2023. 2023. C'est les deux. Hey, Il putain. n'arrête plus. Voilà. Ok. Moi, je vais citer un truc parce que j'ai fait chier beaucoup de gens avec cette année, et alors que techniquement c'est un film de 2024, mais c'est probablement la séance qui m'a le plus bouleversé, et j'ai pas arrêté d'y penser pendant quelque chose, ce qui fait que je l'ai revu. C'est en français Le Royaume des Abysses, film d'animation Deep Sea. chinois. On parlait Très de bien. cinéma d'animation, décidément tout est lié, que j'ai vu cet été au NIF, et en fait on est sorti. Alors, j'avais déjà des échos de vous qui l'aviez vu à Annecy, mais qui n'étiez pas non plus à Donf. Oui, mais bon, on en Et parlera des gens sûrement. du NIF qui m'ont dit qu'ils l'avaient vu en screener, parce que forcément le producteur l'a envoyé sur leur ordi, quoi, et notamment notre pote Arca qui l'avait vu sur son 15 pouces et qui m'a dit, mec, déjà sur le 15 pouces, j'ai cru que j'allais crever alors au cinéma, je sais pas ce que ça va donner. Et ça m'a retourné les yeux, ça m'a retourné le cœur, c'est absolument fascinant. Pour moi, c'est le plus beau film d'animation de l'année, ça explose même le Miyazaki dans le genre émotion. Parce qu'il y a vraiment cette ambition du cinéma chinois de faire un peu leur Ghibli. C'est réussi en étant esthétiquement complètement différent parce que c'est de la 3D. Et c'est incroyable, et ça sort chez KMBO au mois de Le février. 21 février, ouais. Donc voilà, Et je il y vais aura des retourner, séances je vais 3D. repleurer toutes les larmes de mon corps devant, ça va être terrible, mais allez-y, c'est absolument formidable. Et ça sort en février, là, le 16 ou le 14. 21 pardon. février. Voilà, Le Royaume des Abysses. Moi, là, comme ça, de but en blanc, je sais pas. C'est un peu dur, je crois. D'accord. Bah, moi, je dirais After Sun dans le côté Ok. où Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, ouais, genre, tout le monde, vous êtes tous d'accord avec moi, là, c'est bon, vas-y. validé. Non, mais dans le côté, ça te colle à la peau pendant plusieurs jours et t'y repenses et tu repleures comme ça, t'es là dans le métro et t'as juste envie de pleurer en repensant à ce film. Mais c'est surtout la fin que j'avais pas capté tout de suite, et puis en fait, c'était en parlant avec mon pote à la sortie de la séance, il dit, mais enfin, t'as compris quand même. J'étais... Hein, quoi? Pardon? Et voilà, ouais, non, t'y repenses et c'est beau, c'est une vibe, j'ai l'impression, une esthétique. Puis c'est Paul Mescal, c'est ça, qui est incroyable. Oui, ça pourrait, moi je crois que ça pourrait être ça, mon truc de l'année. C'est Paul Ouais. Mescal en fait. Tout Ouais. simplement. Cherchez plus loin. Ah, mais en plus, on peut dire un mot, c'est un super acteur. Normal People avant, c'était fantastique. Et bah ouais, c'est le même genre d'impression où ça te colle vraiment à la peau. C'est des œuvres qui te suivent, en fait, qui germent un peu dans ta tête et qui t'accompagnent aussi dans ta vie. Bah, dans ce genre-là, je trouve qu'il y a. C'est peut-être pas. Il n'était pas dans mes films préférés de l'année, mais qui vraiment te hante et qui est aussi un premier film de réalisatrice anglaise, c'est How to Have Sex, qui laisse quand même une trace sur comment ça fait réfléchir les gens à plein de hommes comme femmes, à plein de niveaux, et comment plein de gens remettent les trucs, enfin des choses en question et réévaluent plein de choses. Et ça, je pense qu'en termes d'impact, c'est pas mal. Par contre, pas fun. Hein. C'est pas des Ah impacts. oui, c'est tu pas- sors pas Non, c'est très pas heureux des de la impacts, séance. c'est Quoi. pas T'as des bon, impacts. je souffre. Ah, c'est pas un documentaire? Eh ben, très bien, merci. Et toi? Ah, moi, Pareil, il a pas de réponse. Non mais regarde, il nous Si, fout si, dans la ouais, merde c'est là. vrai. il nous pose des questions c'est de ça temps l'avantage blanc. d'animer un podcast. On doit trouver un truc en 5 secondes et là, non. Je vais faire à moitié la même réponse qu'Alexandre. Donc, on est tous les deux allés voir Bruce Springsteen en concert. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, puisque je crois que ça devait être ma 20e date. Donc, je l'ai vu beaucoup. fan. Je l'ai vu beaucoup de fois. Comme il y a eu le Covid, ça fait longtemps qu'on attendait un retour sur scène. Et en plus, on a voyagé et tout pour aller le voir. Donc, il y avait tout ça mis bout à bout. Donc, Vous l'avez vu où? on l'a vu à Barcelone. Ok. Donc, ouais. Et puis, on a
Enfin, ça intéresse pas les auditeurs, mais oui, on s'est fait complètement tremper dessus et on l'a vu, nos vêtements dégoulinés d'eau. Enfin, ça, c'est des souvenirs qui resteront. Et dans l'optique des souvenirs perso aussi, comme ça, qui m'ont marqué, c'est j'ai emmené mon petit neveu de 6 ans au cinéma pour la première fois. C'est vrai. Je l'ai amené voir Super Mario, le film d'Illumination. Et du coup, ça reboucle avec le début de ce podcast. Et j'ai déclenché une passion chez lui, vraiment. Il est complètement fan hardcore de Super Mario maintenant. Fan Il a hardcore de plomberie. Ouais, il a des Lego Super il a Mario. des pyjamas et il tout. joue pas parce que ça l'intéresse pas trop les jeux vidéo, mais tout le reste, il a complètement plongé là-dedans. Il arrête pas d'en parler. Alors qu'on lui a montré en plus les Tortues Ninja après, et ça n'a pas eu le même. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas eu ça n'a pas le même impact. Donc oui, on est frères. On est frères. Ok, C'est j'avais pas. fils de notre sœur. Et du coup, il y a un côté très perso d'amener son petit neveu pour la première fois voir un film déjà, et puis savoir que ça prend sur lui, et qu'en plus, moi, je trouve le film super réussi. Donc, c'est pas comme si on était allé voir une bêtise et qu'il s'était pris de passion pour je sais pas quoi. La Patte Patrouille ou une connerie comme ça. Non, il a vraiment accroché à un bon film. Mais t'as aussi vu La Patte Patrouille. Un bon univers. Moi, Il l'a vu aussi tout La seul, Patte par Patrouille. Je l'ai vu tout seul. Non, mais c'est pour le travail, monsieur. Oui. Donc voilà, il y avait cette dimension. Alors c'est complètement perso, je pense que ça intéresse 2 personnes qui vont écouter cette émission, mais ouais, ça fait partie. Dans les trucs cool de 2023, il y avait ça. Et avant que tu clôtures, du coup, est-ce qu'on peut c'est quoi votre attente de 2024 ? Ah oui, très bonne question. Oula. Je voulais juste dire, j'ai emmené ma nièce au cinéma cette année, tu devineras jamais le film que je l'ai emmené voir. Super Mario. Exactement, voilà. C'était beau. L'attente de 2024. Je déteste avec vos questions là. hein. Là, j'ai pas de réponse. J'ai pas Surtout le temps qu'on de a savoir. préparé tout le monde, t'as vu hein, Moi j'ai, mais je crois que c'est une fausse attente parce qu'en fait je l'ai vu, mais il sort en 2024. C'est quoi Ça marche. Ça marche, ok. Ouais, on va c'est dire. Pauvre créature de Yorgos Ah oui. Ah oui, pareil, car- c'est ça. tu- Attends, Ah, non, je tu comprends, c'est choisis une autre. Alors vous écoutez le podcast, vous Oui, pouvez y aller. ça sort. Ah oui. ouais, ok, voilà. Oui, il sort demain. Qui est vraiment. Moi, je l'ai vu à Venise cette année. Et en fait, on l'a vu le premier ou le deuxième jour. Et j'étais vraiment en mode. Bon, bah, on arrête, je me casse. on arrête le festival ici. En fait, C'est- enfin, c'était voilà, c'est tellement fini. Ouais, ok. au-dessus de la mêlée. C'est super. Et c'est absolument incroyable. Et vous pouvez lire tout ce que vous voulez dessus, regarder toutes les bandes annonces que vous voulez, lire tous les résumés. Vous n'aurez jamais. Pas plus qu'un dixième du film, tellement c'est Ça, c'est riche cool. et intense. Et Emma Stone est vraiment la plus grande actrice américaine en ce moment, je trouve. Et donc t'as pas une attente d'un truc que t'as pas vu? Donc un truc que j'ai pas vu. Ou lu, ou écouté, ou. Allez-y, je réfléchis. Moi j'en ai une, c'est Megalopolis d'un certain Ouais. Francis Ford Ford Coppola, Coppola. qui a fait encore n'importe quoi, ça coûte $100 millions, il les a Puis mis c'est de sa son poche. arlésienne depuis. Il a hypothéqué sa baraque, il a vendu sa marque de vin, il a tout claqué pour dire fuck les studios, je fais le film comme j'en ai envie. Puis bon, c'est un type qui a fait 2-3 films sympathiques, quoi. Donc, Oui, et puis il voulait faire ce film depuis. Et oui, ça fait 15 ans qu'il le traîne un milliard d'années, minimum. quoi. Ouais. En plus, tous les acteurs qui ont bossé dessus, notamment Adam Driver et tout, disent tous que le tournage était un délire absolu et qu'ils attendent, enfin, ils pensent que ça va être monstrueux. Donc voilà, je pense que ça va être le grand baroud d'honneur d'un cinéaste ouf. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Voilà. J'avais noté 2-3 trucs. Ouais. Megalopolis, dans les grosses sorties, il y avait aussi Mickey 17, mais il est repoussé pour le moment. Donc Oh, plus c'est de ça, date, c'est ça, ouais. ça va bouger. The Bike Riders, Poor Things que tu as cité, et puis on peut citer Furiosa, certain George Miller qui revient avec des petites choses à raconter. Donc Même ça, si ça la devrait balance, elle est pas belle. Oui, c'est Pas- moche, c'est trop moche. trop nul. Alors moi, en bon fanboy d'une vieille franchise de 20 ans, je Master of the... Universe. Ah non, pas du tout. Ah, G.I. c'est pas ça, pardon. Joe. attends, il faut j'allais pas citer ça. Star Wars, J'allais citer Transformers. le spin-off animé du Seigneur des Anneaux, La Ah, Guerre des Héros et Héroïnes, merde, qui ouais. est daté pour 2024 et dont on a vu des images alléchantes. Mais j'ose pas trop me lancer dans ces trucs-là parce qu'en ce moment, tellement de choses sont Ouais. repoussées de 6 mois que si ça tombe, on le verra en 2025. J'ose pas trop me mouiller, mais en tout cas, 2024 est une année qui s'annonce plutôt coolos. Mhm. Je pense qu'on a on aura 2-3 choses à raconter à ce micro dans les prochains numéros. Tout le monde a répondu ou pas? Tout le monde a répondu. Bah, du Bah, coup, en toi, fait, t'avais si, une. j'ai Vas-y. trouvé. Alors, on peut pas dire que ce soit une attente folle, mais c'est plutôt une curiosité, et parce que je pense que ça va être complètement ma cam. C'est un mec qui s'appelle Florent Bernard, qui est le Floodcast. Je sais pas si vous Ah avez oui, Flaubert, qui a écrit Ah, Vermine. bien sûr. qui a écrit Vermine, qui est super, et c'est un mec. Bon, moi, je suis en train de me faire tous les Floodcasts, genre sur 10 ans, donc j'en écoute tous les jours, donc je suis vraiment à fond dedans. Mais il a réalisé son premier film, enfin, écrit et réalisé son premier film, qui s'appelle Nous les Leroy, qui va sortir là en avril.
Moi, j'ai été juste faire un espèce de petit making-of sur le dernier jour du tournage, mais il me l'a vendu comme un truc entre Richard Linklater et Judd Apatow. J'étais là, Ok. c'est pour moi, let's go. C'est ambitieux. C'est une histoire familiale, c'est un couple Charlotte Gainsbourg, José Garcia, de genre quinca, qui vont divorcer, et lui, un peu, je crois, en une espèce de dernière tentative désespérée, va l'emmener faire un espèce de tour des lieux emblématiques de leur couple, je crois. Et voilà, c'est une comédie familiale, mais je crois qu'elle est très émouvante, c'est un peu inspiré de sa vie à lui, et comme je trouve que c'est un mec qui est très talentueux, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah bah carrément, ouais, c'est noté dans les... agendas. dans les agendas et dans les listes de choses à voir. Et toi, Morgane, du coup Elle oui, pensait ça passer fait entre les répondre. gouttes. Chérie, les verres du rien. Fixement pour que Elle personne disait rien, elle se disait, je vais souvienne. disparaître derrière cette bouteille de bière. Non, bah, moi, ma grosse attente de 2024, c'était le Sofia Coppola, Priscilla, que j'ai vu. Donc voilà, On est c'est sorti, une attente. c'est bon. C'est réglé, Voilà, fini. ouais. On peut plier 2024, Donc, passer à la on peut plus en suivante. parler, c'est fini. Bon, bah. Non, bien. ça t'a plu? Ah oui, moi j'ai adoré. Bah déjà, Sofia Coppola, je l'adore, mais là en plus, le traitement de l'histoire, enfin ça m'a parlé à 1 million de niveaux. Donc non, j'ai vraiment adoré, je vous le conseille. Plus la première partie, je trouve qui est mieux mise en scène que la deuxième, ou qui devient un peu plus longue, après qui devient plus biographie que la première, où en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est encore une fois, le multi-point de vue que tu peux avoir sur cette scène. C'est-à-dire qu'en fait, t'es la jeune fille qui se fait séduire par Elvis Presley, t'as les papillons dans le ventre, et en même temps, t'es la meuf de 30 ans qui dit non, ne fais pas ça, je vais mettre un point dans la gueule à Elvis Presley. Donc non, je trouve que c'est assez bien amené, et puis très, très malin, très sobre, et je trouve que même si ça s'inspire d'un vrai vécu, on retrouve quand même la touche Sofia Coppola que j'adore. Donc non, pour moi c'est une réussite. Et donc en attente Iron Claw, voilà. Ah oui, c'est vrai, complètement, oui. Ouais, Zac Efron. Voilà. Et l'acteur de The Bear, Jeremy Allen en plus. Qui a Bah pris voilà. 18 kilos de muscle pour le film. Comme il en avait pas assez. Faut que je vous montre une photo quand même. Mais c'est absolument pas radiophonique. C'est un podcast audio. Tapez donc, Jérémy On va White décrire, on va Allen. faire une audio description de la photo. Une interview que j'ai fait avec lui. Ah, Ah oui, d'accord, ok. Il a pas compris qu'il était filmé, donc le mec s'est fumé des clopes et voilà, il était minuit heure française et il est dans sa maison de campagne et voilà, Excellent. Avec ses gros muscles. avec ses gros muscles. Et il m'a expliqué comment il avait pris tous ses gros muscles. Voilà. allez, on va fermer tout doucement le livre de 2023. Culturellement, c'était une chouette année. On a bu des coups, on a mangé de la frangipane. Jean-Victor a chopé la fève. Oui. On est donc prêt pour affronter 2024. Je voulais faire des bisous à plein de gens, aux copains de Bonus Tracks, qui le label de podcast qui nous accompagne cette année. Allez écouter leurs épisodes. Je voulais faire des bisous à Amandine et Mathieu qui nous ont lâchés pour cette fois-ci, mais qui nous ont accompagnés toute l'année dernière. Je voulais faire aussi des bisous à Perrine Kenson qui devait être avec nous ce soir et qui a eu un petit contretemps. Vous pouvez la retrouver à l'écoute du Masque et la Plume sur France Inter, ce qui est quand même la méga classe, disons-le. C'est clair. Merci Morgane, merci Manon d'être passée nous voir. On souhaite évidemment à tout le monde une très belle année 2024. On se retrouve non pas l'année prochaine, mais le mois prochain tout simplement. D'ici là, prenez soin de vous, n'oubliez pas de boire de l'eau et on se retrouve très vite. Ciao. Ciao. À plus. Ciao, salut. Bonus.